Est-ce que, finalement, vous n'êtes pas responsable de tout ce qui se passe aujourd'hui ? Est-ce qu'on a tout bien fait ? Non. Et au bout de 7 ans, est-ce que les gens, ils n'ont pas envie de vous mettre un coup de pied aux fesses ? Oui. Ce sera la faute de personne le soir du deuxième tour. Ce sera la responsabilité des Français. C'est pas un pari, c'est une confiance. C'est que je dis, les gens ne sont pas des idiots. Je l'ai fait parce qu'il n'y a rien de plus grand et de plus juste dans une démocratie que la confiance dans le peuple. Est-ce que la bataille n'est pas perdue d'avance ? Est-ce que c'est pas juste de la com ? Avec les réseaux sociaux, l'émotion est plus forte que l'argument. Dans ces bulles cognitives, c'est celui qui est le plus radical qui tire les autres. La question, c'est qui gouverne ? Moi, ce qui m'inquiète avec le projet du Rassemblement national et le projet de LFI, c'est que ce sont des projets qui ne sont pas financés. Entre la bien-pensance et l'intolérance, il y a le réel. Et je crois que les Françaises et les Français, ils veulent vivre ensemble. Alors, sur quoi vous vous engagez si ça passe ? Qu'est-ce qui va changer ? Big time. Demande-toi ce que tu peux faire pour ton pays. Apprends de chacune de tes erreurs. Vous l'avez pas fait ? Alors j'imagine qu'il va y avoir beaucoup de personnes qui ne connaissent pas Génération Do It Yourself, qui vont le découvrir avec cet épisode. À vous tous, je voudrais vous dire bienvenue. Je voudrais aussi vous expliquer que je suis ni journaliste, ni analyste politique. Je suis un Français normal, comme 68 millions d'autres, et je viens avec des questions simples et sans filtre pour comprendre. Vous avez le droit d'aimer ou pas, c'est OK. Je fais des podcasts depuis 7 ans qui sont des discussions avec des personnes qui se sont lancées. Des best in class, comme on dit en anglais, les meilleurs de leur catégorie. Aujourd'hui, je reçois un best in class, un peu spécial pour les Français. Un best in class de manière factuelle, puisqu'il s'agit d'un président de la République réélu, le premier depuis Jacques Chirac. Bonjour, Monsieur le Président. Bonjour. Je suis ravi de vous recevoir. C'est vraiment quelque chose, parce que un président en exercice comme ça, j'ai l'habitude d'avoir des invités qui me disent « Non, mais tu te rends pas compte, Mathieu, en fait, il n'a pas le temps ». Bon, et puis alors là, maintenant, c'est ce que je disais à Clémence tout à l'heure, je dis, cette excuse ne tient plus. Voilà, j'aurais eu un président en exercice, je pourrais dire, oui, mais bon, moi j'ai eu Emmanuel Macron. Vous trouver le temps. Voilà. Alors j'ai cette première question qui me travaille depuis ce matin, depuis qu'on m'a annoncé que c'était possible. Pourquoi êtes-vous ici aujourd'hui ? Pour pouvoir répondre exactement comme vous venez de le dire, aux questions simples que se posent 68 millions de Français, et pas forcément les commentaires politiques ou des choses qui sont dans l'actualité et traitées par d'autres. Parce que je pense qu'on vit un moment qui est assez unique, où j'entends beaucoup d'inquiétudes sur aujourd'hui, demain, de préoccupations très concrètes, de colère aussi parfois, d'envie chez d'autres, et je pense que c'est le moment pour avoir une conversation apaisée, voilà, directe. Eh ben, je suis ravi, parce que depuis ce matin, on se fait un peu des nœuds au cerveau à se dire comment on va faire un super épisode, comment, etc. Et puis, la chose qu'on s'est posée ici, c'est de se dire, mais on va faire un épisode comme d'habitude. En fait, on va recevoir le président de la République, on va faire un épisode cool, avec plein de curiosité, et puis plein d'honnêteté et de transparence. Ma première question, que je pose habituellement à mon invité, c'est que je lui demande de se présenter. Alors, est-ce que je peux vous demander de vous présenter, Monsieur le Président ? Oui, je m'appelle Emmanuel Macron, je suis né le 21 décembre 1977 à Amiens, qui était à l'époque la préfecture, c'est toujours la préfecture de la Somme, c'était aussi la capitale de la région Picardie à l'époque. J'ai grandi dans une famille, mes parents sont dans la retraite médecins à l'hôpital. J'ai eu une enfance très heureuse, une scolarité à Amiens. Je suis parti d'Amiens ensuite pour aller à Paris, faire des études supérieures. Et ensuite, je suis devenu haut fonctionnaire. Je suis rentré au ministère des Finances, en ayant fait à la fois de l'économie, de la philosophie et l'ENA avant. J'ai été très heureux pendant 5 ans au ministère des Finances comme haut fonctionnaire. Ensuite, je suis allé dans le secteur privé pendant près de 4 ans, à la Banque Rothschild, où j'ai fait des fusions-acquisitions. Et je me suis toujours intéressé, depuis même avant tout cela, à la chose publique. Et je me suis engagé dans la campagne de François Hollande à ses côtés. Je suis donc devenu un de ses collaborateurs en 2012, quand il a été élu président de la République. J'ai fait ça pendant 2 ans, à l'Élysée, que j'ai connu dans cette vie-là. Je suis ensuite parti, puis j'ai été rappelé pour être ministre de l'économie et de l'industrie et du numérique. C'était à l'été 2014, il y a 10 ans, quasiment.
J'ai été très heureux dans cette mission formidable. Et comme j'avais envie de changer les choses et que je ne me retrouvais pas totalement dans les lignes qui étaient en place, j'ai monté un parti qui s'appelait En Marche en avril 2016. Puis j'ai démissionné du gouvernement et je me suis lancé dans la campagne présidentielle. Et depuis 2017, je suis président de la République. Vous y avez toujours cru quand vous avez lancé En Marche? Vous vous êtes dit à un moment, je vais être président de la République, ou on se dit, bon, j'essaye et puis on verra? J'ai toujours cru aux idées, à ce que je poussais. Après, quand j'ai lancé En Marche, je ne pensais pas aller à la présidentielle tout de suite. Mais j'ai cru dans les idées que je proposais, dans le fait que le système était bloqué et qu'il fallait faire quelque chose d'autre. Ouais, complètement. J'ai donné beaucoup de mon temps, de mon énergie, comme depuis 7 ans. Parce qu'à côté de ce parcours, je dirais, officiel d'études et de travail, je suis marié depuis 2007. Ça fait plus longtemps que je connais mon épouse, Brigitte. Et j'ai aussi, par elle et grâce à elle, 3 grands-enfants et 7 petits-enfants. Et donc tout ça, je dis ça parce que c'est une part de ce qui a constitué cette vie, et aussi beaucoup de sacrifices que je leur ai imposés. Mais j'ai cru tout de suite qu'on pouvait changer les choses. Et je crois qu'on peut toujours changer les choses. Je n'ai pas changé, moi, là-dessus. Vous l'avez débloqué, le système? Il y a des choses que j'ai réussi, d'autres non. Je crois qu'on l'a débloqué sur le plan économique, pas mal. C'est-à-dire que sur la capacité à développer plus de start-up, à ce qu'elles grandissent en France, je crois oui, parce qu'on est le pays d'Europe qui réussit le mieux là-dessus. Quand je dis on a réussi quelque chose, c'est pas un homme ou une équipe, et c'est pas que le gouvernement, c'est que le pays a bougé aussi, c'est culturellement il était prêt. Mais je crois que ça, oui, on a réussi à réindustrialiser le pays, on a réussi à recréer des emplois, plus de 2 millions. Et je dirais sur la partie économique, on a débloqué beaucoup de choses. Et que je défends dans leur cohérence, parce que moi c'est ça qui m'importe. Et ce qui bloquait d'ailleurs le système là-dessus pour moi, c'est que beaucoup de gens avaient des objectifs, mais ils n'étaient pas prêts à prendre les risques politiques qui permettaient d'arriver vers ces objectifs. C'est-à-dire, par exemple, des gens de gauche et de droite pouvaient se dire on est pour la réindustrialisation, mais les mêmes n'assumaient pas d'avoir des impôts qui étaient compétitifs pour pouvoir réindustrialiser ou de faire les réformes sur le marché du travail. Et parfois, pour avoir un objectif qui est bon pour tout le monde, il faut passer par des réformes qui sont impopulaires à un moment donné, en tout cas qui sont dures à faire passer. Par contre, je serais pas plus humble, plus modéré, plus lucide sur le fait que je pense qu'on n'a pas totalement débloqué encore culturellement les choses. Je pense qu'un de mes regrets aujourd'hui, c'est de se dire que sur les sujets d'émancipation, les choses sont encore très bloquées dans la société. Et que c'était aussi une des promesses et une des choses qui me motivent dans la vie politique. Et que très clairement, il y a encore beaucoup de discrimination, beaucoup de blocages. Ouais. À quel niveau l'émancipation? Avoir une société qui est plus juste et qui permet de reconnaître les mérites de chacun. Et ça, je crois que l'entrepreneuriat le permet, mais qu'il s'agisse de s'occuper de nos compatriotes qui viennent de familles qui sont en difficulté, donc en fait l'inégalité sociale, de répondre à la question aussi de l'assignation à résidence quand vous venez d'une famille qui est de telle ou telle origine, et donc la question de l'intégration, l'égalité des genres aussi. Toutes ces choses-là font qu'on n'est pas une société où au fond vous avez une vraie égalité des chances. Encore, je ne dis pas que la société parfaite existe, mais si on regarde la France objectivement, on est une société qui corrige beaucoup les inégalités. En fait, à la fin, on est plutôt plus égalitaire que beaucoup d'autres pays au monde. Mais on le corrige par beaucoup de prestations sociales, par la fiscalité. Mais on ne la prévient pas assez, cette inégalité. Et on ne corrige pas assez l'inégalité de départ. Et c'est ça qui nourrit beaucoup le sentiment, en particulier dans les quartiers populaires, aussi dans les campagnes, de se dire, moi, j'ai pas la même chance que quelqu'un qui est né là, ou qui est né avec tel nom, ou qui est né avec tel pédigré. Ça, je l'ai pas totalement débloqué, il faut être clair. Parce qu'il y a un aspect culturel, parce que peut-être qu'on n'a pas mis assez le paquet sur la lutte contre les discriminations, le testing, parce que je pense qu'il y a quelque chose qui, dans long, c'est ce qu'on fait avec l'école. Ça prend une génération. Mais ça, il faut le poursuivre et aller beaucoup plus fort. C'est vrai que j'avais pas forcément pensé à l'éducation, mais on sent, moi j'ai 3 enfants. Qui ont quel âge? Jules vient d'avoir 6 ans il y a 2 jours, Élie a 9 ans et Louise a 12 ans, va avoir 12 ans. Et
c'est vrai que je suis mal sectorisé. Et quand je dis mal sectorisé, ça peut paraître... C'est bizarre d'ailleurs de dire cette expression mal sectorisé. Mais je suis pas sectorisé Carnot. Et quand on est mal sectorisé dans le coin, en fait, on voit les résultats au brevet des collèges, on se dit, mais même pas en rêve, j'envoie mes enfants là-bas. Je suis républicain, mais... Et c'est vrai que là-dessus, on sent qu'il y a on parle de quelque chose comme 75% de réussite au brevet des collèges, je crois. Donc c'est quand même très faible. On se dit, je peux pas... éliminer ma fille, enfin en tout cas la mettre dans quelque chose, et ça me fait quelque chose de faire ça, c'est vrai, ça me fait quelque chose de manière républicaine de dire ça et de me dire, je lise pas en fait, je joue pas le jeu, et je l'admets volontiers ici, mais je l'ai mise dans le privé. Mais il y a plein de parents qui sont comme vous, et c'est aussi pour ça qu'on essaie progressivement et je dis il faut qu'on aille encore plus fort et plus loin, c'est au fond, et c'est la faute à personne, c'est ce qui est dur, parce que dès qu'on commence à critiquer, on a l'impression qu'on critique ou les profs ou les directeurs d'école. On va dire que c'est la faute au président, finalement. Oui, le système est fait pour ça. Et d'ailleurs, après 7 ans, ce ne serait pas illégitime de le dire, je le prends pour moi. Mais le système rend beaucoup de gens malheureux. Les profs, les parents d'élèves et pas mal d'élèves. Alors, on a commencé à l'améliorer. Je pense que ce qu'on a fait sur la maternelle et les grandes sections et la CPCE1 sur le dédoublement des classes, sur l'évaluation chaque année, la possibilité de donner plus de liberté pédagogique par justement le Conseil national de la refondation qui permet aux profs de porter des projets, d'enseigner différemment, le sport, une demi-heure par jour au primaire, la musique, tout ça. Je crois qu'il y a quelque chose qui est en train de changer, et par l'évaluation chaque année aussi et les heures de soutien, de se dire, d'abord on ne fait plus rentrer en collège des enfants qui ne savent pas bien lire, écrire, compter. Parce que c'est là que le décrochage se fait. Après, la sectorisation, qui est un sujet hyper compliqué, aujourd'hui rend plein de gens malheureux, exactement comme vous. Après, le sujet du non-remplacement des heures rend aussi beaucoup de parents fous. Ça crée des polémiques récemment, ce sujet-là, mais c'est une réalité. On a, je crois, 15 millions d'heures l'année dernière qui n'étaient pas remplacées. Et donc, c'est ça qu'on essaie aussi de bouger pour motiver tout le monde. Et en vrai, ce qu'on doit réussir à faire, c'est de mettre tout le système au service des enfants. Et pour moi, dans les choses que je veux faire là, dans les années qui viennent, c'est nos enfants et la jeunesse. C'est... Cette génération-là, notre boulot à tous, c'est qu'elle puisse avoir le maximum de chance. Et donc, c'est de permettre que, où qu'elle habite, et quelle que soit la sectorisation, on rend le système un peu moins aveugle et mécanique. Et ce que vous dites pour la sectorisation, vous savez, il y a plein de gens qui le vivent pour Parcoursup. C'est la prochaine étape, je ne vais pas vous annoncer pour vos enfants, mais c'est le sentiment d'avoir un peu une machine froide et qui vous laisse pas de choix. Et ça, il faut qu'on arrive à l'ouvrir. Et c'est un peu le défaut de notre système qui est très centralisé, très méthodique, où il y a plein de gens qui veulent bien faire, mais ils donnent le sentiment, et la perception, c'est une réalité dans la vie. Ils donnent la perception à beaucoup de nos concitoyens que le système, il les broie un peu. Et donc, il y a des parents qui sont laissés sans choix, et donc ils se disent, je vais préférer aller dans le privé. Et après, pareil, c'est l'angoisse de Parcoursup. Vous imaginez qu'aujourd'hui, alors que Parcoursup, ça marche mieux que le système d'avant. Il y a des gens qui prennent des coachs pour faire les lettres sur Parcoursup. Moi, j'ai découvert ça il y a quelques mois. ChatGPT doit pouvoir le faire bien aussi. Oui, mais ça veut dire le niveau d'angoisse des parents et des élèves. Et puis après, le coup près tombe, il y a des tas d'élèves qui ont pas d'option d'abord. Rien, on leur propose rien après le bac. Et donc ça, réhumaniser le système pour les parents et les enfants, c'est un truc très important. Et à côté de ça, mettre l'excellence pour tous, si je puis dire. Et donc, c'est ce qu'on a fait en payant mieux les profs, en faisant toutes ces réformes, aussi pour le lycée pro et autres. Je ne veux pas être trop détaillé, mais ça, c'est pour moi une priorité hyper importante. Et je pense qu'on n'est pas au bout. Et moi, je rêve d'un pays, je pense que c'est accessible, où les profs sont plus heureux, parce qu'ils sont mieux payés. On a commencé à le faire. On n'est pas au bout du chemin, collectivement, mais il y avait un très gros chemin. Quand j'ai été élu il y a 7 ans, il y avait beaucoup de profs qui étaient à 1 600, 1 700 euros par mois. Il n'y a pas un prof qui est en dessous de 2 000 euros aujourd'hui. Mais il y a encore ce chemin. Mais surtout, ils seront plus heureux parce qu'ils seront plus libres. D'un point de vue pédagogique, ils retrouveront le sens, le sel, pas le sentiment d'être mis dans une machine eux aussi. Des directrices, directeurs d'école et proviseurs pareil, des parents qui comprendront le système et qui n'auront pas le sentiment comme vous d'être mal sectorisés, et des élèves qui apprendront des savoirs, des valeurs, et qui surtout vont acquérir la confiance. Ça, c'est un rêve accessible, c'est quelque chose qu'on n'a pas encore débloqué. Et je précise quand même que
mes deux garçons sont dans l'école de la République, ils sont dans une école publique, et ma fille, il a été avant, la maternelle et le primaire, rue Ampère à côté, sont exceptionnels. Il faut le dire. Je veux pas stigmatiser les professeurs du public en disant ça. Mais il faut stigmatiser personne, parce que d'ailleurs, très souvent, la plupart du temps, quand il y a les résultats que vous décrivez, c'est qu'il y a des professeurs qui sont à qui on met beaucoup de difficultés dans les mêmes classes. Oui. Et moi, j'ai fait les deux écoles, comme aurait dit Michel Sardou. J'ai fait tout mon primaire dans l'école publique, où j'ai été très heureux et j'ai été très bien formé. J'ai fait mon collège et le début de mon lycée dans le privé sous contrat. Et j'ai fait après la fin de mes études à Paris dans le public. Et il parle d'ailleurs dans un très bon lycée, Henri IV, qui est un lycée public. Bon voilà, donc il y a une... Vous avez raison, il faut stigmatiser absolument personne. Et moi, je connais que des enseignants qui veulent qu'on leur donne les moyens de faire. Et ça, c'est à nous. Voilà, donc ça, pour répondre à votre question, j'ai le sentiment c'est une aventure essentielle, on ne l'a pas complètement débloquée. Je dois reboucler deux choses qu'on a dit depuis le début. Une qui était vraiment dans l'entame de cet épisode, qui était le best in class. Et puis là, on vient sur l'éducation. Vous avez un parcours de best in class, je veux dire, je disais factuel tout à l'heure en tant que président de la République et homme politique, femme politique en tout cas, puisque vous avez été réélu président, mais même avant. Et par moment, vous étiez ici tout à l'heure avec mon associé Laurent, on fait de la communication. Moi, je me dis, en tant que professionnel de la communication, ça vous coûte. Il y a un petit côté, c'est le premier de la classe qu'on n'a pas envie d'aimer. Moi, j'aime bien les premiers de la classe, je me suis toujours bien entendu avec eux, mais j'ai l'impression qu'il y a un peu ce côté trop littéraire, trop sachant, il utilise des mots compliqués. Pas hautain, je vous crois pas hautain, peut-être des gens. Vous voyez ce que je veux dire ? Je pense qu'il y a un paquet de gens qui pensent que je suis hautain, ça je vous rassure. Non, mais je vois bien, après il y a l'image, elle se forme, elle se déforme, elle se décontextualise avec le système des réseaux sociaux, des petites capsules. Bon. En vrai, j'ai pas toujours été un premier de la classe. Donc on est troisième à Henri IV ou Elena, ça va. Mais Non, mais j'ai eu des moments où j'ai très bien réussi, des moments où j'ai pas réussi. Moi, j'ai eu la chance que, je pense pour ma famille, l'école c'était important. Et après, moi, j'ai toujours, ça m'a pas coûté de travailler. Je crois que c'était Michel Petrucciani, quand il disait, vous avez du talent au piano, il disait non, c'est juste que moi, quand je passe 3 heures au piano, j'ai l'impression de passer une demi-heure. Et celui qui a pas de talent, quand il a passé une demi-heure, il a l'impression d'avoir passé 3 heures. C'est vrai pour beaucoup de choses de la vie. Quand on dit qu'on a un talent pour quelque chose, c'est peut-être qu'on a des capacités, mais surtout, on le répète. Et moi, l'école, c'était un peu ça. Et ma grand-mère a beaucoup compté pour moi, elle m'a beaucoup appris. Et en fait, ma relation avec ma grand-mère, c'est comme elle était avant enseignante, ça se faisait par l'enseignement. Et donc c'était ma vie de lire, d'apprendre, c'est de la curiosité. Mais après, moi, quand je suis jeune, lycéen qui arrive à Paris, j'ai pédalé sévère. J'ai jamais réussi à rentrer à l'école normale supérieure, malgré mes tentatives. Et donc, j'étais moins dedans que les copains. Et moi, j'ai vécu, quand je suis arrivé à Paris, le sentiment de venir d'un autre monde. Oui, je l'ai vécu aussi, oui. Et donc, je débarquais, j'étais le... Le plouc, non ? Ouais, un peu. Amiens, c'est plus grand que Cherbourg, mais mais d'abord un peu, puis on n'a pas les codes. Ouais. Et surtout, moi, j'étais le meilleur de l'équipe. C'est un peu ça, quand on change de division, vous voyez. Moi, j'étais le meilleur en National 1, puis d'un seul coup, on m'envoie dans la Ligue des Champions, et là, je vois plus une balle. Et donc ça vous remet en question quand vous êtes tout seul à 16 ans. Donc ça m'a beaucoup appris ces années-là. Et je me suis accroché. Et après, j'ai frayé mon chemin. Et en fait, c'est plein de hasards et de rencontres de gens qui m'ont beaucoup apporté, qui m'ont tendu la main et Mais moi, j'ai jamais voulu faire l'ENA avant de rentrer 1 an ou 2 ans avant de passer le concours. Et donc, c'est beaucoup de hasards de la vie. Et ça m'a... Ces moments-là m'ont autant forgé que les moments où j'ai pu réussir à des concours. Et donc, je suis pas, en fait, vraiment un premier de la classe. J'ai connu des gens beaucoup plus doués que moi, beaucoup plus forts que moi dans les études et dans les concours, etc. Je suis bien sorti de l'ENA parce que j'étais bon en stage. Moi, j'étais pas le meilleur dans les notes, mais j'étais bon en stage. Donc, j'ai fait deux stages bien. Où ça ? J'ai fait un stage au Nigeria et j'ai fait un stage dans l'Oise, à Beauvais. Mais voilà, et après, j'ai fait mon chemin. Et c'est le fruit de beaucoup de hasards
est plus d'une capacité à convaincre et à entraîner qu'à être simplement le meilleur. Donc, mais après, une fois que j'ai dit tout ça, la perception qu'ont les gens, c'est normal, c'est de se dire, voilà. Et donc, il faut vivre avec ça. Il ne faut pas chercher à... Changer. Il ne faut pas se mettre... en fait, vous changez par la vie, la pratique du pouvoir, les coups, les à-coups. Mais je pense que ma conviction, c'est qu'avec le temps, les gens vous connaissent mieux. Et moi, c'est ce que je fais, je continuerai à faire. Parce qu'ils vont au-delà des perceptions, des images, des raccourcis qu'ils peuvent avoir. Mais je pense qu'il y a beaucoup de nos compatriotes qui se disent en effet c'est un premier de la classe, mais plus que ça, c'est un milliardaire parce qu'il a été chez Rothschild. C'est public, de toute façon, votre fortune. Exactement. Mais donc après, les plus fous, ils disent que je l'ai détourné, que je l'ai planqué dans des paradis, parce qu'il y a aussi le complotisme ambiant. Mais ils se disent, c'est un milliardaire, il a toujours tout réussi, il nous méprise, etc. Il y a des gens qui sont construits vraiment ça. Et je le vois d'ailleurs quand je me déplace souvent, et c'est par le contact qui reviennent là-dessus, qui disent, ah bah c'est pas ce qu'on pensait. Et donc c'est un peu le paradoxe de l'époque dans laquelle on vit, où on pense qu'on peut toucher des millions de gens. Et c'est vrai qu'on peut passer des informations, on peut passer des émotions, mais les perceptions sur une personnalité, elles se font ou se défont sur des tout petits moments. Voilà. Et après, c'est vrai ou c'est pas vrai. Tant mieux, tant pis pour vous. Sur des tout petits moments qui sont en plus traqués en permanence. Je veux dire, vous avez une caméra. Ouais, tout le temps. Un appareil photo, un smartphone braqué sur vous tout le temps. Donc, il y a zéro faux pas autorisé quand on est président. Non, mais même, vous pouvez les détourner. Je me souviens quand j'étais ministre, puis en campagne, il y avait comme ça un reportage qui était fait sur moi. Je l'avais pris, quelqu'un qui me suivait tout le temps. Et je vais avec un député, qui est toujours député, qui est en campagne, et je pense à lui, qui est Patrick Vignal. On va pêcher l'anguille. À la fourchette. Bon, c'était un truc, honnêtement, avec le recul, c'était terrible, parce qu'on était dans une barque à deux, il y avait le pauvre préfet, le pêcheur, il y avait une barque à côté avec 50 journalistes qui filmaient ça. Donc, là, il y a une photo qui a été prise à distance. D'ailleurs, c'est le zoo, quoi. Il y a toujours Quotidien qui est dans les parages. Oui, voilà. Pour donc aller, on a l'air complètement fou, collectivement. Bon, je fais ce truc de pêche à l'anguille. C'était un moment d'ailleurs formidable parce que le pêcheur était un type adorable. Je rentre dans la voiture, la caméra suit le truc. Et pour qui a déjà pêché une anguille, c'est vraiment très poisseux. Donc, moi, j'avais les mains vraiment dégueulasses, très poisseuses, etc. Je prends une lingette. Et tel que c'était fait dans le montage, on avait l'impression que je me nettoyais les mains après avoir serré les mains des gens. Mais ça a été utilisé par les extrêmes, et extrême droite et extrême gauche, pour dire voilà ce que c'est son rapport au peuple. Le type, il serre les mains aux gens dans la rue, et puis après, il dit c'est dégueulasse. Mais ce truc-là, 5 ans après, j'ai des gens parfaitement sincères, pas du tout militants ou autres, mais qui me disaient vous avez vu, vous lavez les mains quand vous serrez la main du peuple. Eh ben, c'est ça. C'est des trucs qui décontextualisent complètement. Et en fait, on vous fait un costard assez vite. Et j'ai envie de dire, quelque part, les gens, au bout d'un moment, doivent se dire, il n'y a pas de fumée sans feu. Il doit vraiment avoir un truc comme ça. Non. Oui, après, il y a des gens qui s'en fichent. Il y a des gens, ça passe. C'est la vie. Et après, je pense que quand vous assumez des responsabilités, ça accroît la chose. On doit y faire attention. Je veux dire, à un moment, quand on est président, on peut être un président de communication, de façade, et un président d'action, de fait. Est-ce que cette façade, cette communication est quelque chose d'important ? Je pense que la communication, quand on est président, c'est de la politique. Au sens noble du terme. C'est-à-dire que la fonction de président est une fonction qui est à la fois une fonction de décision, d'action, mais aussi d'incarnation. Et donc, ce que vous donnez à voir est un message. Et donc, rien n'est jamais innocent. C'est ce qui fait d'ailleurs que c'est une faute quand vous êtes mal compris, que ce que vous faites ou autre peut être mal pris ou blesse telle ou telle personne. Mais le terme de communication donnerait un peu le sentiment. On peut communiquer quand on est un décideur d'entreprise ou autre. On a le temps, on décide, et puis je vais vendre une marque. Je ne suis pas une marque. J'incarne le temps de ma fonction, donc pour 10 ans, le temps que les Français m'ont fait confiance. J'incarne le pays à l'international, et j'incarne cette fonction
sur le sol national. Et donc tout ce que vous êtes, tout ce que vous faites, les choix que vous faites, même ceux qui peuvent paraître les plus dérisoires, ont un sens et disent quelque chose. Et donc ils sont un geste et une façon de donner à voir ou à comprendre ce que vous voulez pour le pays, ce que vous êtes, la cohérence. Quelqu'un que vous connaissez bien, mais François Hollande, votre prédécesseur, a une réputation de quelqu'un de très drôle. C'est vrai qu'il l'est. Mais on ne l'a jamais vu comme tel. Je veux dire, c'est assez drôle. Moi, je l'ai vu une fois, je crois que c'était Philippe Meyer. Vous connaissez Philippe Meyer? Oui, bien sûr. Ouais, qui était journaliste. Très bon journaliste, auteur. J'ai eu la chance d'être invité à sa remise de l'Ordre national du mérite, je crois. Et c'était François Hollande qui lui remettait, avec Roselyne Bachelot, qui était très drôle, mais elle, on le sait. Et je suis tombé de ma chaise. C'est-à-dire qu'on me l'a dit, mais je suis tombé de ma chaise. Et si je me pose cette question, c'est est-ce qu'on peut être drôle et en exerçant la fonction? Est-ce qu'on peut être de façade drôle est-ce qu'on peut se marrer aujourd'hui, Bien sûr, Monsieur le Président? Je pense qu'il faut. Mais on peut tout à fait être drôle, avoir des mots d'humour et avoir cette légèreté. Bien sûr, c'est pas incompatible. C'est mieux de ne pas être grossier, c'est mieux de ne pas... Je pense qu'on peut faire beaucoup de choses aussi longtemps ce qu'on n'a pas le droit de faire, c'est de dégrader la fonction. C'est de l'abaisser. C'est de l'abîmer parce qu'elle est plus grande que nous. Et après, il faut essayer d'en être digne. Et il faut, parce qu'on veut faire et faire passer, toujours réfléchir à la manière de le communiquer. Tout à l'heure, vous avez parlé des extrêmes qui reprennent un certain nombre de codes, enfin de moments comme ça pour les exploiter. En préparant cet épisode, je vous avais dit que j'étais encore sur le GR20 ces derniers jours, et puis j'ai vu différentes personnes, et puis j'ai posé des questions à tout le monde, un petit peu pour voir qu'est-ce que vous poseriez, qu'est-ce que tu poserais au président Macron, etc., etc. Alors, j'ai été surpris par finalement... les gens vous détestent pas autant que je le pensais. Alors peut-être que je m'en faisais, mais c'est gentil ce que vous dites. Je sais, mais ça me fait du bien. Mais parce que je leur disais, non, mais j'ai aucun lien. Hein, je suis pas, je travaille pas avec lui. Donc lâchez-vous. Mais donc bon, ça a été assez calme, assez ok quand même. Cependant, il y a une chose qu'on m'a dit. Alors j'ai essayé d'aller chercher aussi des gens au téléphone. Et une ou deux fois, on m'a dit d'un côté comme de l'autre, il faut arrêter de parler des extrêmes parce que ce sont pas des extrêmes. Ça, c'est le centre, le président Macron et puis Renaissance qui polarise tout ça. Vous polarisez. Est-ce que finalement, par le succès de Renaissance et de votre première élection, vous n'êtes pas responsable de tout ce qui se passe aujourd'hui? Alors, il y a une première théorie qui peut être une façon de dire je suis responsable de tout ce qui se passe, mais à ce moment-là, je plaide d'être aussi responsable de ce qui se passe en bien. Et pas que en mal. Non, je pense que c'est à la fois plus simple et plus compliqué. Je vais peut-être expliquer. D'abord, je pense que nos sociétés se polarisent. Beaucoup à cause du fonctionnement du rapport à l'information, à l'opinion publique et au réseau. Ça, je pense que c'est quelque chose d'assez structurant dont je suis convaincu. C'est que en fait, quand on regarde la hiérarchie des choses qui impriment, avec les réseaux sociaux, l'émotion est plus forte que l'argument. Et l'émotion négative est plus forte que l'émotion positive. Et si vous faites ça, structurellement, vous êtes dans un espace où les extrêmes sont meilleurs, parce qu'elles jouent mieux sur les émotions négatives que des gens qui sont comme on est en train de faire. Je pense que le président Clément s'est abonné à ma newsletter. Vous avez lu ma newsletter de dimanche dernier. Ah bon, non, je ne l'ai pas lu. Mais moi, je l'ai dit il y a quelques semaines en Allemagne. Donc ça, c'est le premier truc, ce qui fait que, tel que c'est structuré, des gens comme moi, mais par beaucoup d'autres gens qui sont ce qu'on dirait le champ républicain, qui sont modérés, mais qui peuvent être en désaccord, ils sont beaucoup moins audibles. Et la deuxième chose, c'est que les réseaux, la manière de fonctionner des gens aussi qui utilisent les réseaux et tous ces canaux pour s'informer, les enferment de plus en plus dans des bulles cognitives. C'est les gens qui vont de plus en plus, en effet, dans leur groupe Facebook pour s'informer.
qui suivent et qui ont leurs propres followers sur leur compte, qui se mettent dans des boucles WhatsApp, et qui croient d'ailleurs plus tellement ce qu'il y a à la télé ou dans les journaux, parce qu'ils disent on essaie de me mentir ou de me manipuler. Et qui unfollow tous les gens qui et quand on n'est pas d'accord. Et ouais. d'ailleurs, dans ces bulles cognitives, c'est celui qui est le plus radical qui tire les autres. C'est une question d'arc narratif, on en parlait, mais... Et donc ça accroît le premier phénomène. Et donc, si vous dites maintenant, structurellement, les gens, jeunes ou moins jeunes, parce que ça va du Twitter jusqu'à le groupe Facebook, en passant par le groupe WhatsApp et autres. Et en fait, la presse, suivant ces tendances et la volumétrie de ces tendances, vous êtes structurellement dans un univers informationnel qui favorise les extrêmes. Et c'est clair. Et c'est vrai partout. Et c'est vrai aux États-Unis, c'est vrai au Brésil, c'est vrai en Europe. Bon. Donc la question, c'est comment vous arrivez à remettre de l'argument, du fait et de l'émotion positive dans tout ça. Parce que sinon, c'est les extrêmes qui gagnent et qui vous écrasent. Donc ça, je crois qu'il y a structurellement quelque chose qui n'est pas du tout lié à ma pomme, à ce qu'on vit en France, qui est la manière dont on s'informe. Et donc, on a besoin de retrouver dans cet espace des règles du jeu. Ça, je crois que c'est très important. D'abord, des médiateurs positifs. Si je suis là, c'est une des raisons aussi pour lesquelles on peut parler calmement, dire sur quoi on est d'accord, pas d'accord, mais c'est calme. Et on a besoin aussi de retrouver des tiers de confiance. Et après, moi, je pense surtout qu'on a besoin de réapprendre les bases, le rapport au fait, à la vérité, qui est la base même pour pouvoir évoluer dans une démocratie. Parce que le danger qu'il y a derrière, c'est que dans une démocratie, ce sont les gens qui choisissent. Et ça, c'est une opportunité. C'est pour ça que j'ai fait la dissolution. J'y crois, j'ai confiance. Mais le danger, c'est si les gens choisissent sur des émotions plus que des informations. Alors peut-être qu'ils choisissent le pire. La deuxième chose, c'est que beaucoup de gens qui votent aujourd'hui avec les extrêmes n'ont pas le sentiment d'être aux extrêmes, ce qui explique ce que vous disiez. Néanmoins, je crois pouvoir dire aujourd'hui que quand je regarde, par exemple, le contexte où on vit, il y a 3 blocs. Il y a un bloc qui est le Rassemblement national et associé. Bon, c'est un parti d'extrême droite. Son histoire, c'est des anciens de l'Algérie française, de l'antigaullisme, c'est un parti qui a été fondé par des gens qui avaient des bases antisémites, etc. Tout ça, c'est une réalité. Il s'est après normalisé. Il y a des gens qui ont rejoint, y compris dans les dirigeants, qui ne le sont plus du tout. Je ne fais pas de procès d'intention aujourd'hui, mais il y a eu ça, et il y a encore ça. Et puis, c'est un parti qui, par son évolution, aussi par sa démagogie, parce qu'en fait, il va dire partout qu'il a des solutions, sans expliquer comment il les finance ou comment il les fait, a attiré des gens qui sont en colère, mais qui ne sont pas du tout des gens qui se vivent comme étant aux extrêmes et qui n'ont pas des idées extrêmes. C'est ça le distinguo qu'il faut faire. Donc moi, je ne fais jamais la leçon aux gens qui vont voter Rassemblement national et associé. Je dis juste que l'histoire de ce parti et beaucoup d'idées encore que défendent ce parti, ce sont des idées d'extrême droite. Quand vous avez des dirigeants, il y a encore quelques mois, qui disent qu'il y a des Français de papier et des vrais Français, c'est pas dans la chambre de la République, c'est pas ce qui constitue les valeurs de la République française. Bon. Et de l'autre côté, vous avez une extrême gauche. LFI, c'est l'extrême gauche. Pas la gauche socialiste, pas la gauche modérée, pas la gauche radicale, qui ont au sens radical de notre histoire et radical socialiste, c'est l'extrême gauche. Bon, LFI ou NPA, c'est l'extrême gauche, ils le disent eux-mêmes. Et d'autres s'y associent, qui ne sont pas d'extrême gauche. Mais quand l'essentiel des circonscriptions, le cœur du programme est défini par cette extrême gauche, qui, sur le rapport à l'antisémitisme, assume de ne pas être claire quand elle ne fait pas le pire, qui a eu des pratiques antiparlementaristes, qui a des pratiques par rapport à la justice et autres qui ne sont pas non plus dans le champ républicain, et j'en passe, c'est un extrême. Après, vous avez dans le champ républicain des gens du centre, de la droite, de la gauche. Je dirais que vous avez sinon, une autre façon de le dire, des progressistes et des conservateurs. Bon. Ils sont dans le champ de la République. Ce qu'il faut clarifier, c'est est-ce que vous êtes dans le champ de la République pour exprimer cette différence, en étant prêt aussi peut-être à travailler si les Français vous demandent de le faire, ce que font toutes les démocraties d'Europe, ou quasi, ou est-ce que vous voulez, pour gagner, vous associer aux extrêmes, quitte à assumer des incohérences? Ce moment est en train de se clarifier. Et moi, je pense qu'autour du bloc central, Ensemble pour la République, il y a des femmes et des hommes qui ne pensent pas tous pareil, qui ont des parcours très différents. Mais depuis 2017, ils se sont mis d'accord pour avoir un projet pour l'Europe, pour la laïcité,
pour renforcer une attractivité économique, une économie plus ouverte qui réindustrialise et qui se décarbone en même temps, pour lutter contre les inégalités de destin et réinvestir sur l'école et la santé, et croire en effet dans une France forte avec une diplomatie indépendante et une armée puissante. C'est cohérent. Après, il y a des nuances différentes, mais c'est cohérent pour mener le pays. Sur le papier, évidemment, comme ça, moi, ça semble cohérent et j'achète. Je veux dire, dans l'absolu, j'ai envie d'adhérer à aucun extrême. Mais quand on analyse profondément, on se dit profondément. Encore une fois, j'ai dit que j'étais pas analyste politique et mon métier, c'est autre chose. Mais c'est la question que tous les Français vont se poser dans les jours qui viennent. Si je dois vous poser sur la table quelque chose que je pense, c'est que vous êtes collé, vous êtes cornérisé quelque part, parce que on a un endroit des Français qui sont catholiques, potentiellement pour une partie très catholique, qui disent que vous êtes du côté des musulmans ou très musulmans. Vous avez des gens qui sont musulmans, très musulmans, islamistes, qui disent que vous êtes trop sympa avec les juifs. Vous avez des juifs qui se disent... Et puis, en fait, on a pareil... le président des riches, on pourrait y revenir, hein, évidemment. Et en fait, avec le système, et je voudrais vraiment absolument revenir sur TikTok aussi, dont on n'a pas parlé, mais de ces réseaux sociaux, en fait... c'est devenu inaudible, le centre est devenu inaudible. Moi, je crois pas. Je crois tout l'inverse. Et c'est pour ça que j'ai voulu qu'on appelle ce bloc central, cette majorité sortante, Ensemble pour la République. C'est qu'il faut plutôt continuer de rassembler autour de ces valeurs et de ce socle. Et de rassembler les gens qui sont aujourd'hui dans la majorité présidentielle, mais aussi des gens sociodémocrates, écologistes, ou venant des Républicains qui sont prêts à s'y retrouver parce qu'ils pensent que l'enjeu est tel qu'il faut ensemble faire bloc et bâtir un projet pour le pays. Mais moi, je veux revenir là-dessus par rapport à ce que vous disiez. Si on va au bout de votre raisonnement, le pays explose ou c'est la guerre civile. Et c'est ça mon grand désaccord avec les deux extrêmes et ceux qui les suivent. Et c'est aussi ce sur quoi je voudrais alerter les gens. Beaucoup de nos compatriotes, pourquoi ils vont vers des extrêmes ? Parce qu'ils ont souvent une colère ou quelque chose auquel on ne répond pas. Il y a beaucoup de gens qui vont voter pour l'extrême droite parce qu'il y a une insécurité du quotidien, parce qu'il y a une immigration qu'ils considèrent comme n'étant pas réglée, et ils se disent, on ne les a pas essayés. Et au fond, eux, là, ça fait 7 ans qu'ils sont là, on va essayer ailleurs. Ceux-là, je veux leur dire, message reçu. Et je pense qu'il faut qu'on aille beaucoup plus vite, beaucoup plus fort sur l'insécurité, c'est clair. Et c'est un de mes regrets, et si, je veux dire, une des choses que j'ai retenues de l'élection aux européennes et du message envoyé le 9 juin, c'est ça. On doit aller plus vite, plus fort. Sur la violence des mineurs, à la fois par un effort éducatif, l'accompagnement des familles, une politique de la jeunesse, mais également en répondant beaucoup plus vite quand on a des mineurs qui deviennent délinquants. Il n'y a rien qui justifie des situations qu'on est en train de vivre, d'extrême violence, de viol de mineurs. Et puis, ce sont les multirécidivistes, c'est-à-dire ceux qu'on voit toujours dans le quartier, dans la ville moyenne où on vit. Et ça, c'est ce que je dis, c'est une réalité du petit village du fin fond des Pyrénées à Vierzon, en passant par les banlieues de grandes villes. On connaît les 10 qui nous mettent le désordre, pour rester poli. Ils sont arrêtés, ils ressortent le lendemain, sans l'impunité. Et donc là, il faut qu'on aille beaucoup plus vite, plus fort, comparution immédiate, peine immédiate, pour qu'à la fois elle soit visible par tout le monde et intelligible par tout le monde. Là, celui qui vous écoute, qui est plutôt à gauche, il se dit, là, il va chercher les électeurs de droite. Non, j'essaie de dire, on peut répondre dans le cadre de la République à ce qui, malgré tout, rend la vie impossible. C'est pas de gauche ou de droite, vous savez. Moi, quand je parle de sécurité, il y a beaucoup de gens qui sont dans des situations modestes, qui gagnent pas bien leur vie, qui bossent dur et qui sont victimes de cette insécurité. Et elle est insupportable. Et donc, j'aime pas tellement le clivage comme ça où avoir droit à la sécurité en République, c'est une base. Ce que je dis, c'est que la réponse, elle est dans la République. C'est une République forte qui se donne les moyens de le faire. Elle n'est pas dans la sortie de la République, ou elle n'est pas dans le fait de dire « Ah oui, le problème, ce sont ces gens-là, on va s'en occuper. » Or, la réponse d'extrême droite, principalement, idéologiquement, c'est celle-là. C'est de se dire « La République ne vous protège pas bien. Nous, on va réformer, changer telle constitution, changer tel truc. » Et ils mettent les Français les uns contre les autres. C'est ce que vous avez dit en opposant les religions. Et ils stigmatisent quand même beaucoup les Français de confession musulmane, beaucoup les Français qui sont issus de l'immigration, de première ou de deuxième génération. Si la réponse passe par la stigmatisation et la division, on est foutu.
Parce qu'il y a des millions de Françaises et de Français qui sont de confession musulmane, qui veulent vivre tranquillement, qui vivent dans la République et qui respectent les règles de la République. Et la réponse, c'est pas ça. C'est juste de dire, on doit régler le problème de sécurité. Je me fiche de savoir le prénom, la religion de la personne qui a fait ça. C'est juste, il faut réapprendre les règles, la partie éducative, réaccompagner les familles, la partie sociale, l'investissement, et réprimer de manière beaucoup plus claire et rapide, c'est la partie répressive. Et moi, je pense que c'est hors sujet, la réponse de l'extrême droite, parce qu'elle renvoie les gens ou à une religion, à une origine. Et c'est en ça qu'elle divise et qu'elle pousse à la guerre civile. Et vous pensez que vous n'avez pas fait le travail jusque-là? Pas assez. Je suis obligé de le constater. Moi, j'ai beaucoup réinvesti. On a redonné des moyens. Et ça, par rapport aussi à toutes les démagogies que j'entends, quand j'ai été élu, il y avait 10 000 policiers et gendarmes en moins. Il y avait 8 000 magistrats et greffiers en moins. Et donc, on avait aussi des forces de l'ordre et une justice qui ne pouvaient pas faire le travail. Et la justice, c'est aussi important parce que si on met plus d'argent dans les polices et la gendarmerie, mais que derrière les dossiers s'accumulent parce qu'on a des magistrats qui ne s'en sortent plus, on ne règle pas le problème. Donc, on a fait les deux. On a beaucoup réinvesti. Je crois qu'on a clarifié les choses. On a fait beaucoup de réformes. Sur les stupes, on a fait des réformes massives. Regardez, j'étais il y a quelques mois à Marseille. La criminalité liée au narcotrafic, elle est en train de beaucoup baisser parce qu'on a mis les moyens avec ces opérations place nette. Mais j'entends les gens. Je peux défendre mon bilan. J'ai dire, je viens de m'en prendre une derrière la tête. On vient collectivement de s'en prendre une derrière la tête. Quand vous avez plus de 30% des gens qui votent à l'extrême droite aux européennes, sachant que personne n'est à peu près capable de dire quelle est la moindre proposition de l'extrême droite sur l'européenne, pour moi, c'est beaucoup lié à ça. C'est-à-dire c'est beaucoup lié à ce sujet d'insécurité. Et donc ça, on doit répondre, et donc on doit aller plus vite, plus fort, être beaucoup plus lisible et apporter cette réponse du quotidien. Mais je le dis, dans la République. Et donc, en quelque sorte, c'est cette autorité républicaine à laquelle je crois. Merci beaucoup. À l'inverse, vous avez de l'autre côté, parce que je reprends ce que vous disiez sur les catégories, les gens qui se vivent dos à dos à cause de leur religion, de leur appartenance. Je pense que ce que vous dites est vrai. Il y a beaucoup de nos compatriotes qui sont de confession musulmane, et où, issus de l'immigration, parce que l'un ne va pas avec l'autre, ça ne se recoupe pas, contrairement à beaucoup d'idées reçues, qui se disent « je ne suis pas bien défendu », qui ont peur de l'extrême droite, qui disent la République ne me donne pas bien ma place, et qui vont vers une offre qui est une forme de communautarisme. Puisqu'en fait, elle ne va pas au bout, elle n'assume plus du tout le cadre de la laïcité, c'est-à-dire une République qui est neutre et bienveillante pour les religions, et elle les enferme dans un communautarisme qui est un peu électoral. Mais ça, c'est aussi la guerre civile derrière. Parce que c'est d'abord renvoyer des gens exclusivement à leur appartenance, ou religieuse, ou communautaire. C'est de justifier leur écartement, en quelque sorte, de la communauté nationale. Et c'est la guerre civile avec ceux qui ne partagent pas ces valeurs. Et puis c'est mettre le voile sur des gens qui, en même temps, fragilisent notre République dans beaucoup de quartiers parce qu'ils ont une politique du pire. Ils sortent les jeunes filles de la République, enfin de l'école républicaine en la mettant dans une scolarité à part. Ce à quoi on a commencé à répondre par des lois nouvelles, on a fermé ces écoles, ces associations. Mais dans la conception aujourd'hui de la France insoumise, il y a ça. Et moi, je pense que c'est un danger. Et c'est pour ça que je pense que et le Rassemblement national et la France insoumise, elles répondent à des vrais problèmes. Je veux dire, elles répondent à des vraies colères, des vraies angoisses. Celle de la personne qui se dit on ne répond pas à mon problème de sécurité, celle qui dit je ne suis pas reconnu et protégé parce que je suis musulman. Mais elle y répond mal à mes yeux, parce qu'elle y répond en quelque sorte en accroissant la conflictualité et la guerre civile. Moi, je crois qu'il y a une réponse par plus d'efficacité, mais dans la République. Et en vrai, dans la République française, c'est sa force, sa beauté, et c'est pas du tout ringard de dire ça. Je m'en fous de savoir si vous êtes corse, ou issus de l'immigration, et vous pouvez être d'ailleurs et l'un et l'autre, si vous êtes catholique, musulman ou autre. Vous êtes citoyenne, citoyen. Et qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire en fait, vous êtes une personne douée de raison qui est dans la nation et la République, que j'ai pris avec tout son bagage, mais à qui je donne des droits et à qui je donne des devoirs. Celui qui ne respecte pas ses devoirs, je serai intraitable avec lui. Celui qui a des droits, je me dois de les remplir et d'être au rendez-vous. Mais je me fous de savoir d'où il vient, je me fous de savoir quelle est sa religion. Et c'est ça qu'il faut qu'on arrive à faire dans notre République. Et c'est ça le cœur de la bataille qui est le nôtre. Et après, vous aurez des différences de sensibilité. Des gens voudront
exprimer leur religion en mode majeur plutôt que mineur, d'autres... C'est plutôt, moi je pense, une force dans la République d'avoir cette diversité. Et notre identité, parce que ça a été souvent un sujet, c'est ça. C'est-à-dire la France, je compare souvent ça, la France c'est un fleuve. Il y a plein d'affluents. Mais c'est un grand fleuve. Il vient de très loin, il a une histoire qui est la nôtre sur notre territoire. Nos ancêtres les Gaulois, comme disent certains, mais c'est pas faux. Mais pas vrai partout, parce qu'on a des Français qui viennent de territoires ultramarins, qui ont eu des ancêtres qui traversaient le Pacifique et ont créé la statuaire de l'île de Pâques, si je pense à nos Polynésiens ou nos amis des îles Marquises. On a des ancêtres amazoniens, on a des ancêtres vikings, antillais. Après, on a eu des invasions, donc on a tous ces peuples. On a une culture judéo-chrétienne qui est venue et qui a constitué aussi le cœur de la culture française. On a ensuite une culture des Lumières qui nous a émancipés de cela et qui a séparé la religion de l'État et de la conduite des affaires. Et on a été enrichis par les migrations successives qui nous ont apporté à peu près toutes les religions du livre et au-delà, et qui ont permis à notre pays... Et on s'est parfois déchiré là-dessus. La France, on l'oublie, pendant des siècles, s'est déchirée entre les protestants et les catholiques. Et quand elle a su les faire vivre ensemble, elle a été plus forte. Eh bien, nous, c'est le défi. Moi, je ne crois pas du tout, et je combattrai de toutes mes forces les théories de la guerre civile. Et alors, quand on en a ras-le-bol de tout, que la vie est dure au quotidien, on peut être tenté par des extrêmes qui ont des solutions plus rapides. Mais la solution, elle sera jamais dans le rejet de l'autre dans la société. Elle sera dans une république plus ferme. Et là, on n'y est pas encore. Dans une république plus efficace. Et en vrai, moi, je pense que par rapport à ceux qui sont tentés par les deux extrêmes, ce qu'on doit faire dans les 2-3 ans qui viennent, c'est de dire on doit être beaucoup plus ferme, beaucoup plus fort partout où la République n'est pas au rendez-vous de la sécurité et de l'impunité. On doit répondre à ça. Et on doit être beaucoup plus ferme, beaucoup plus efficace partout où la République, elle n'est pas au rendez-vous de l'égalité des chances. Et elle a le sentiment qu'on renvoie des gens à leur identité première, on ne leur permet pas de réussir dans la République. C'est ça ce que je crois veulent profondément nos compatriotes. Et ça se construit autour d'un projet politique qui est celui de ce bloc central auquel je crois. Mais avec une polyphonie, une pluralité, parce qu'il y a plein de solutions. Mais il faut être beaucoup plus radicaux. Et donc aujourd'hui, par rapport à ce que vous disiez, il y a 3 offres. Il y a un bloc avec l'extrême gauche et une partie de la gauche. Moi, je pense que ce n'est pas la bonne réponse. Je respecte tous les gens qui votent pour ces personnes, mais je pense que ce n'est pas la bonne réponse. Et je pense aussi que sur le plan économique, c'est un programme qui est pour le coup dangereux pour le pays, qui nous ferait reculer. Parce que c'est un programme d'impôt caché. Et puis, il y a l'extrême droite et ses associés, le RN. Et pareil, moi, je respecte profondément les gens qui rejoignent ce vote et qui l'ont fait. Mais je pense que ce n'est pas la bonne réponse pour le pays, parce qu'elle mène à la guerre civile. Et surtout parce que c'est aussi un programme d'appauvrissement, parce que c'est plusieurs milliers d'euros d'impôts cachés chaque jour et une impossibilité de payer les retraites et de bien payer les salariés. Voilà. Et au milieu, il y a cette 3e offre, qui est cet Ensemble pour la République, qui, en plus, je le crois, a la possibilité d'agréger des gens raisonnables des 2 rives qui ne sont pas à travailler ensemble. J'ai une dernière question sur peut-être ce fleuve et ses affluents. Il y a une théorie quand même qui se propage depuis quelques années, qu'on appelle la théorie du grand remplacement, dans laquelle en fait on explique que finalement tout ça est mouvant, il y a des affluents qui arrivent, puis il y a un gros affluent qui arrive en ce moment, et moi je suis assez sidéré par la force qu'elle prend, cette théorie. C'est-à-dire que j'ai des gens que je connais, intelligents, qui sont vraiment obsédés par ça. Donc l'idée, c'est de dire que il y a un grand dessein musulman qui est de se propager dans toutes les économies occidentales, en France, etc. Qu'est-ce qu'on en pense de ça quand on est président et qu'on veut rallier ? Qu'est-ce qu'on en pense pour les personnes qui y croient et qui sont pas si bêtes que ça, qui sont même pas intelligentes? Qu'est-ce qu'on en pense pour les musulmans qui m'écoutent et qui se disent mais il a fumé lui, pourquoi il parle de ça comme ça alors que non, je mettais les choses sur la table. C'est énorme, je crois que c'est énorme. D'abord, parce que je pense que si on regarde notre pays, j'essaie de la manière la plus objective et de comprendre comment naissent ces sentiments. C'est qu'il y a un sentiment de perte de contrôle et de fin du progrès.
nous sommes un pays qui après-guerre, alors qu'on aurait pu être totalement effondré après-guerre. Vous savez, on gagne cette guerre grâce à la résistance intérieure à la France de Londres et à nos alliés, mais on sort quand même de plusieurs années d'occupation, avec beaucoup de gens aussi, une société qui s'était divisée, qui avait collaboré, on était très affaiblis. On est reparti avec la conviction qu'on était un pays uni qui avait fait de grandes choses, et on a su trouver nos héros, et ils n'étaient pas majoritaires, quoi qu'on dise. Donc on a trouvé un récit commun. Et on est parti dans cette économie de rattrapage qui est devenue ensuite les 30 Glorieuses, qui est une économie de la production qui permettait à nos enfants de vivre mieux que nous, à chaque génération. Un récit commun avec ses héros et la capacité à avoir du progrès, à vivre mieux. Et durant toutes ces années, mais on a intégré plein de gens qui venaient de plein d'horizons, d'Espagne, de Portugal, de l'Est de l'Europe, du continent africain, qui nous avait d'ailleurs aidé à participer à notre libération. Le débarquement de Provence, il est fait par des Français du continent africain, à l'époque. Et tout ça fonctionne. On s'est pris la crise industrielle, la désindustrialisation qui a bousculé des territoires, le chômage de masse très long. Et ça, on est en train de le conjurer. C'est une des choses qu'on a réussi ces 7 ans ensemble. Et donc, doute. Et au fond, pour beaucoup de Français, ils se disent, leur truc, la mondialisation, le commerce, ce monde-là, c'est toujours moi le perdant. Je me fais toujours avoir. L'usine qui ferme, c'est toujours pour moi ou mes gosses. C'est très dur. Et même dans des territoires en recrée, moi je le vois à chaque fois, les gens, ils y croient à moitié. Vous savez, le Rassemblement national, il fait encore des super chiffres à Dunkerque. On a un maire formidable comme ministre on a créé, je pense que c'est l'endroit où il y a le plus de création d'emplois et de perspectives de création d'emplois. On a remis des batteries, on a remis de l'industrie, etc. Mais les gens, ils y croient pas encore totalement. Et donc c'est ça, la fin du progrès, premièrement. Et la deuxième chose, c'est le déclin démographique. C'est qu'on vieillit et on fait un peu moins d'enfants, même si on est un peu meilleur que les autres en Europe. Et donc ça crée un doute existentiel pour un peuple. C'est ça ce que nous vivons aussi. Je le dis avec beaucoup d'humilité parce qu'il n'y a aucune politique qui change totalement ça. On le change par du sensible, par la culture, par le récit. Parce que qu'est-ce qu'il nous faut? Rebâtir un récit commun avec des héros, ce que j'essaie de faire par les commémorations, par l'histoire. Mais il y a des héros contemporains. Ils sont artistes, ils sont entrepreneurs, entrepreneuses, sportifs, engagés. Mais il faut qu'on sorte de ce doute sur nous-mêmes. Et c'est quand un peuple doute, comme on est en train de le faire, pour les raisons objectives, la démographie, l'économie, eh bien, il voit les choses arriver, il voit l'immigration. Est-ce qu'elle est en train de flamber? La réponse est non. Il y a une immigration irrégulière qui est trop importante. C'est pour ça qu'on a passé des lois qui ont parfois été très dures l'année dernière. On va commencer à les mettre en place. Ou au niveau européen pour la réguler. Et donc, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit reprendre le contrôle de cette immigration subie. Mais aussi reprendre le contrôle de nos vies et dire l'immigration, elle a toujours été dans l'histoire de la République. La clé, c'est de réduire l'immigration illégale parce qu'elle nous appauvrit, elle rend tout le monde malheureux, y compris les victimes de ces réseaux de passeurs. Et ça, c'est reprendre le contrôle sur ces flux, donc être plus dur. Et il faut le faire en européen, il n'y a que comme ça que ça marche, et avec la loi qu'on a prise en franco-français. Et je dis ça là-dessus, le Rassemblement national, il n'a aucune réponse en vrai à ce sujet. Il a des mots, mais aucune réponse. Et quand je regarde partout en Europe, tous ceux qui ont voulu, même en venant de l'extrême droite, régler le problème, ils ont tous fait comme nous et ils se sont mis à trouver des solutions européennes, c'est le pacte asile-migration. Et la deuxième chose, il faut qu'on intègre mieux. Et il y a aussi le fait de se dire, on doit être en hospitalité, mais en capacité à intégrer. Et ça, on l'a moins bien réussi. Alors moi, je pense qu'on va intégrer de mieux en mieux par l'école, l'apprentissage et l'économie, parce que c'est ce qu'on est en train de faire. Et là, on a des résultats et ça s'améliore. Mais on doit aussi intégrer beaucoup mieux par des rites républicains, par la culture, et en étant beaucoup plus exigeant, et par la laïcité. Et la laïcité, c'est une manière d'intégrer, parce que c'est une façon de dire, vous arrivez, vous avez peut-être une religion qui est différente, je vous permets de la pratiquer chez moi, mais je veux que vous puissiez vous intégrer complètement au pays, et donc il ne faut peut-être pas la pratiquer exactement de la même manière. Et ça ne doit pas être un tabou. Je dis ça parce qu'on a eu aussi souvent une bien-pensance d'un côté et une intolérance de l'autre. Entre la bien-pensance et l'intolérance, il y a le réel. Et je crois que les Françaises et les Français, ils veulent vivre ensemble. Mais parfois, ça les déstabilise de voir des pratiques, des habitudes qui ne sont pas du tout les leurs,
Et du coup, ce qui crée des clivages, qui rend impossible un chemin de mixité, en tout cas une vie dans la République. Et donc, il faut que tout le monde fasse un bout de chemin. Il faut que les gens qui arrivent chez nous avec parfois des pratiques, des religions différentes, on leur explique ce chemin. Et on leur dise, vous allez tout à fait pouvoir garder votre religion quelle qu'elle soit. Votre culture, c'est une chance même pour nous. Mais il faut respecter les parties communes. Et c'est comme dans un immeuble. C'est-à-dire, voilà, on va s'inviter les uns les autres. Ça m'intéresse de mieux vous connaître. Vous allez venir chez moi, on va mieux se connaître. On vit ensemble, vous avez choisi la France. Mais la France, c'est ça. Et les parties communes, on a des règles. Je vous ai montré mes parties communes. Là, ici, j'étais pas très fier, pourtant. Mais... Oui, mais je fais cette métaphore parce que souvent, l'habitat est ce qui permet mieux de le voir. Oui. Et quand vous avez des gens qui vivent depuis 20 ans dans un quartier, qui voient d'autres personnes qui arrivent et qui sont des gens qui ont sans doute envie de s'intégrer, mais qui reconnaissent au bout de 6 mois plus du tout leur partie commune et qui du coup s'en vont, et ce qui crée la ségrégation dans notre société. C'est ça le problème. Et donc le grand remplacement, c'est quand on fond ce sentiment qu'ont les gens, cette théorie, elle se nourrit au fond de cette inquiétude qu'il y a dans un peuple qui vieillit, qui a été percuté par les chocs économiques et qui se dit, ils ne maîtrisent pas l'immigration et en plus les gens qui arrivent, on n'arrive plus à les intégrer. Moi je pense qu'il y a une manière d'abord de poser le constat, comme on vient de le faire, de se dire, on ne doit plus douter de nous-mêmes. De manière objective, je vous le dis sincèrement. Ayons des héros, construisons notre récit. On doit avoir de l'ambition pour le pays. Et puis qui, dans le même temps, se dit, on va mieux contrôler les choses. Fermeté sur l'immigration clandestine, illégale, irrégulière, mais on doit beaucoup mieux intégrer. Et intégrer, c'est un peu plus d'ouverture. Je vais mieux t'aider, te comprendre, te respecter, et un peu plus de rigueur. Vous êtes venu chez nous, on a une culture, on a une façon de vivre. Il faut que vous la respectiez, que vous la compreniez. Et c'est intéressant aussi pour vous. Je voudrais ouvrir un petit chapitre international, ouvrir 2-3 petits chapitres dans le temps qui nous reste. Je voudrais juste rebondir sur une chose que vous avez dit au début, qui était la chose que vous avez réussi. C'est la politique plutôt économique pour la France, l'emploi. Et j'ai l'impression peut-être que certains vous le reprochent, vous disent que c'est pas vrai, mais dans l'absolu, il y a plus ou moins un consensus là-dessus, on est d'accord. En tant qu'ancien banquier, vous êtes présenté aussi comme tel, ça accentue toujours cette position du président des riches, parce que c'est quelque chose qui revient. Alors je sais pas si c'est juste quelque chose que vos adversaires serinent et utilisent. Vous êtes le président des riches, monsieur le président ? Pas du tout. Vous savez, si j'aimais l'argent, si c'est ce qui m'importait, j'aurais pas fait de politique. Non, mais je vous le dis en toute sincérité. Je confirme, chez Rothschild, vous auriez fait un peu plus, oui, a priori. Donc j'aurais pas fait de politique. Et l'erreur que font beaucoup de gens, c'est quand vous défendez l'économie, moi je le fais pour créer des emplois. Vous savez, l'élite politique, médiatique, économique, c'est faux de dire que c'est elle qui m'a porté. Beaucoup de gens, tous les gens de ces milieux pensaient que j'étais un fou en 2016, 2017, de me lancer. Là, je vois tout le système depuis que j'ai décidé la dissolution. Il est fou, qu'est-ce que c'est ? Parce qu'en fait, beaucoup de ces élites, dont les gens pensent que je suis le copain, que j'ai servi, et ils sont plutôt pour qu'on fasse les réformes en dehors du peuple ou sans le peuple. Moi, ce que j'ai décidé le 9 juin, c'est de retourner au peuple. C'est de dire, c'est pas possible de mener une politique si les gens votent autant aux extrêmes quand vous avez une majorité relative. On a un moment un problème de légitimité démocratique pour cette assemblée, pour la politique qui est menée. Et donc, ça, c'est pas quelque chose qui est élitaire, ça contrarie beaucoup. Donc moi, ce qui m'intéresse, c'est pas l'argent. Je suis heureux quand dans notre pays, des gens réussissent et gagnent de l'argent. Parce que pour certains, c'est important, parce que c'est une motivation et que ça permet de tirer le pays vers le haut. Donc je suis, entre guillemets, neutre. Moi, ça me passionne pas, mais j'ai pas non plus d'obsession et de haine. Ou de jalousie, parce que derrière l'égalité, on met souvent la jalousie en vrai. Et donc, qu'il y ait des gens qui réussissent, pour qui c'est important, je suis très content. Parce que ça tire le pays vers le haut. Mais moi, ce qui m'importe, à travers le bilan économique, c'est qu'on crée des emplois, qu'on recrée des emplois dans les régions, les communes qui en ont tant besoin et qui ont tant souffert. C'est de sortir nos compatriotes de l'inactivité qu'ils subissent
Parce que le travail, c'est évidemment pouvoir nourrir sa famille, mais c'est aussi être fier de soi, se réaliser, bâtir des amis, une vie. Bon. Et puis je pense que pour le pays, c'est essentiel. Et au-delà de ça, qu'est-ce que vous voulez qu'on ait une politique sociale, une politique de protection du pays? Si on n'a pas une vraie politique économique, on le paye avec quoi? Donc moi, je suis pour une force économique, pour avoir un pays juste et qui protège ce qu'on a fait pendant le Covid, ce qu'on a fait pendant la guerre, je crois à chaque fois avoir protégé les Français, mais on a pu protéger parce qu'on était fort. Mais c'est pas l'argent qui m'intéresse et je suis pas le président des riches, non. Si on parle un peu argent, moi en tant qu'entrepreneur, quand je regarde, alors vous avez été en plus ministre des Finances, l'économie et des Finances auparavant, mais je regarde tout ça et je me dis quelle complexité. Et je me dis c'est quand même dingue parce que en fait j'ai l'impression qu'il faudrait un nouveau porte-avions. J'ai l'impression que les hôpitaux sont pas du tout publics au niveau, comme les écoles peut-être, on l'a dit tout à l'heure. Vous avez dit que vous allez travailler sur la sécurité. J'ai l'impression que... Et puis on est déficitaire, mais ça on vous le reproche probablement, méga déficitaire, voilà. Comment on s'en sort de ça en fait? Que c'est voilà, les fonctionnaires travaillent pas assez, c'est ce que c'est. Enfin, là je pose les choses que tout le monde se dit, mais comment on fait? Puisque y a rien de suffisant nulle part et il y a pas assez d'argent. Alors, ce qui est vrai, c'est qu'on a un rapport à la dépense publique en France qui est un peu déformé. Et puis parce qu'on a vécu cette crise, qu'on a réglé moins vite que les autres. Et qu'on a un rapport à l'État qui est... On attend beaucoup plus de l'État que dans beaucoup d'autres pays. Bon. Ce qu'il faut faire, ce qu'on a commencé à faire, c'est de créer plus d'activité et de richesse dans le pays et de progressivement supprimer les transferts. Je m'explique. La dépense publique, quand vous en parlez, elle a au fond une part qui est l'État et son appareil et qui distribue des aides. Bon. Elle a, mais qui fonctionne, qui permet... Le gros, c'est les militaires, ce sont les enseignants. Les enseignants sont les magistrats, les policiers, les gendarmes, puis les différentes politiques publiques. Vous avez ensuite les collectivités locales et vous avez le grand bloc des transferts sociaux. La maladie, la retraite, le handicap, le chômage, etc. Ces 40 dernières années, au fond, depuis que la France est déficitaire, ce qui a beaucoup augmenté, c'est les transferts sociaux. Les collectivités, ça a augmenté parce qu'il y a eu des transferts vers elles et ça a augmenté un peu plus que les transferts. Et l'État, ça a été assez stable, corriger des transferts. Et donc, le cœur du problème français, c'est qu'on n'avait pas réglé le chômage de masse et que du coup, on compensait par beaucoup de transferts et qu'on travaillait moins longtemps. Et donc, la réponse, c'est de poursuivre le travail qu'on a commencé et qui d'ailleurs permet de commencer à répondre à tout cela, qui est de mieux préparer nos jeunes, d'avoir une politique de l'apprentissage qui permet de commencer plus vite et mieux dans la vie active, parce qu'on a réduit beaucoup le chômage des jeunes. Le chômage des jeunes, il est à un niveau historiquement bas. C'est grâce à l'orientation, l'apprentissage, la réforme des lycées professionnels, la réforme qu'on va lancer du premier cycle universitaire. Ensuite, c'est toute la réforme qui a permis de baisser le taux de chômage pour l'âge où on est actif, qui permet d'augmenter à la fois l'activité et le niveau d'emploi pour toutes les personnes en âge de travailler, simplification des règles du travail, baisse des cotisations et la réforme du chômage qu'on continue. Et puis, c'est de travailler le plus longtemps possible, en respectant évidemment la part de la retraite, parce qu'on avait aussi un système qui mettait les gens à la retraite beaucoup plus tôt. C'est la fameuse réforme des retraites. Si on continue cela et qu'en fait on hisse notre niveau d'activité des jeunes, des plus âgés et des actifs, à un niveau qui est par exemple comparable à celui de l'Allemagne. On règle quasiment, les 3/4 à la totalité de nos problèmes de finances publiques. Parce qu'en fait, à chaque fois que vous mettez quelqu'un au travail, à chaque fois que vous le faites travailler un peu plus longtemps, qu'on commence un peu plus tôt à travailler, vous créez plus de richesses pour le pays. Plus d'impôts. Et vous faites rentrer des impôts et vous enlevez de l'aide qui était donnée à quelqu'un qui était inactif. Donc ça gagne des deux côtés. Le cœur de la bataille, c'est ça. Le cœur de la bataille, c'est la croissance, c'est l'emploi, c'est l'activité, c'est réussir à mettre dans l'emploi. La deuxième chose, c'est ensuite d'avoir un système plus efficace. Du côté de l'État, c'est ce qu'on a fait, vous parliez de vos impôts. Il y a 7 ans, vous remplissiez encore vos impôts. On a fait le prélèvement à la source. Énorme levier
Non, mais c'est un énorme levier d'efficacité publique. Je confirme. Oui, mais d'abord, vous avez plus de visibilité. Ensuite, vous avez beaucoup moins de gens, du coup, qui regardent, qui instruisent, qui passent en revue vos déclarations. Le système s'est automatisé. Et donc, on va avoir des leviers d'efficacité de l'action publique. Et c'est pareil pour les collectivités. Donc, voilà comment on s'en sort. Donc, c'est un chemin. C'est aussi pour ça que je veux qu'on se batte et que j'ai demandé à la majorité de se battre dans cette période pour convaincre pour dimanche prochain. Parce que, quoi qu'on pense sur les autres sujets, moi, ce qui m'inquiète avec le projet du Rassemblement national et le projet de LFI et de ses associés, c'est que ce sont des projets qui ne sont pas financés. Et ce sont des projets qui ont des impôts cachés et qui vont détruire les fondamentaux de cette politique économique. Et en particulier, quand ils disent de manière un peu démagogique qu'on va revenir sur la réforme des retraites, c'est pas vrai qu'on peut. Parce qu'en fait, on travaille plus longtemps. On vit plus longtemps. Donc, c'est normal de décaler à proportion de de la durée de vie, l'âge de travail, et que quand on regarde nos voisins, on travaille plutôt moins longtemps aujourd'hui que nos voisins, et on le fait progressivement. Donc, il y a à la fois une démagogie, donc c'est beaucoup d'impôts cachés, et le risque, c'est qu'on reparte en arrière. Or, moi, je pense que ce qu'on a commencé, on doit le finir. C'est-à-dire une économie plus forte, c'est-à-dire aussi une écologie plus forte, parce qu'on baisse les émissions en faisant tout ça. L'année dernière, on a baissé de 6% nos émissions. Quand j'ai été élu, on les baissait d'1% par an. Vous avez commencé à expliquer pourquoi tout à l'heure, mais toutes ces craintes que vous avez, si l'un ou l'autre de ces deux partis était amené à gouverner, on pourrait se dire, mais c'est de sa faute, c'est lui qui a décidé ça. C'est la question finalement, quand je posais, évidemment dans ce contexte. Alors, je vais vous dire. Quand je posais à tout le monde, à ce berger corse, à cette dame qui gérait, je n'ai plus le nom de cet hôtel à Vitzavone ce matin, il me dit, mais pourquoi il a fait ça ? Pourquoi il a fait ça ? Je vais vous dire, ce choix, il s'est imposé. Est-ce que ça m'a fait plaisir ? La réponse est non. Le 9 juin, le vote des Françaises et des Français, je veux dire, s'il y a quelqu'un à qui il a fait mal, c'est moi. Et c'est toutes les personnes qui croient dans l'Europe qui doivent se réveiller comme ça. Ça fait 7 ans qu'on se bat et vous avez plus d'un tiers des Français qui votent pour le Rassemblement national. Au total, près de 50% qui votent pour les deux extrêmes. Donc vous vous dites, il y a une colère qui est là. Et on n'a pas su y répondre. Et à ça s'ajoute le fait qu'on a une majorité qui était relative. Elle ne nous a pas empêchés de passer des textes au Parlement. Mais de manière très claire, on voit le chaos, le désordre, et les gens n'aiment pas ça. Le happening permanent qu'il y avait. Si j'avais pas fait la dissolution, d'abord les gens le lendemain m'auraient dit « Vous n'écoutez pas les gens. Ils ont voté à près de 50% pour les extrêmes et vous continuez. » Alors d'autres gens me disent « Vous auriez dû faire la dissolution après les JO. » On aurait fait les JO, il serait bien passé. Les gens, ils se disent, quelle mouche l'a piqué ? Pourquoi il fait une dissolution à la fin du mois d'août, au début septembre ? C'est quoi le rapport ? Et qu'est-ce qui était en train de se préparer ? Une motion de censure pour faire tomber le gouvernement. C'est ça la réalité. Il l'avait dit plusieurs fois, l'extrême gauche qui veut nous faire croire aujourd'hui qu'elle serait rempart à l'extrême droite. Mais l'extrême gauche, elle a voté plusieurs motions de censure de l'extrême droite contre le gouvernement. Elle allait voter celle-ci sur le budget. Et la droite, dite républicaine à l'époque, de M. Ciotti, on nous disait, elle va essayer de faire une alliance. Mettez-vous d'accord. On l'a fait plein de fois, jamais. Pourquoi ? Parce qu'il préparait son coup avec le Rassemblement national. Donc, ça allait arriver dans un chaos complet. Et alors même que, si j'avais pas fait ce choix, les gens m'auraient dit, mais vous ne nous avez pas entendus. Donc, le 9 juin, moi, je sais ce que j'ai demandé à mes ministres, à ma majorité, à des députés qui parfois m'accompagnent depuis 7 ans, qui ont changé leur vie pour être à mes côtés. Et je les en remercie, je leur ai dit, il faut y retourner. C'est très dur, et j'en ai conscience, et beaucoup m'en veulent. Mais je l'ai fait parce qu'il n'y a rien de plus grand et de plus juste dans une démocratie que la confiance dans le peuple. Et vous savez, nous on vit avec des traumatismes dans les 20 dernières années de notre histoire. Les Français ont eu le sentiment en 2005 qu'ils votaient contre l'Europe, et qu'on leur avait après imposer l'Europe par une voie parlementaire 2 ans plus tard.
moi je leur dis, la colère, elle ne peut pas monter par les coulisses, par en dessous. C'est pas une colère. La question, c'est qui gouverne. Et donc, pour gouverner le pays, au-delà de vos colères, elle s'est exprimée, je l'ai entendue. Je vous redonne la parole. Qu'est-ce que vous voulez? Et donc, regardez les projets. Et donc, ce sera la faute de personne le soir du deuxième tour. Ce sera la responsabilité des Français. Et moi, c'est pas un pari, c'est une confiance. C'est que je dis, les gens ne sont pas des idiots. Tout le système pense que les gens sont idiots. C'est ça la réalité. Quand les gens viennent vous voir, j'entends là, moi, depuis 10 jours sur les plateaux, plein de gens, quelle horreur, fallait pas faire ça, c'est le désordre. Le désordre, il est à l'Assemblée. Le désordre, il est quand dans un pays 50% vote aux extrêmes et que le président dirait on continue la même politique sans rien changer. Mais après, vous pensez que les gens sont fous et veulent ou le blocage ou les extrêmes? Si on explique calmement quels sont les projets, moi je crois pas. J'ai toujours fait ce pari-là. Les gens sont intelligents. Les gens, ils ont des coups de colère et qui sont parfois justes. Ils ont des vies qui sont difficiles. Et est-ce qu'on a tout bien fait? Non. Et au bout de 7 ans, est-ce que les gens, ils n'ont pas envie de vous mettre un coup de pied aux fesses? Oui. Et qu'est-ce qu'ils ont fait le 9? Ça. Mais je leur dis, ok, message reçu. Maintenant, le 30 juin, quel projet pour gouverner le pays vous voulez? Quel projet tient la route ou pas? Et moi, je leur dis, j'ai besoin d'une majorité d'action. J'ai besoin, pour que notre pays avance, que les femmes et les hommes qui croient dans des idées de progrès, de respect, qui ont de l'ambition pour le pays, puissent se mettre d'accord. Et ma responsabilité comme président, ce sera de choisir à la lumière de ce choix que feront les Français, les personnes pour mener cette politique et m'assurer qu'elle permet au pays d'avancer. Donc, c'est tout sauf le désordre. C'est parce qu'il y avait la chienlit, si je puis m'exprimer ainsi, que je devais dissoudre. Sinon, la colère serait sortie. La colère serait sortie. Alors, sur quoi vous vous engagez si ça passe? Qu'est-ce qui va changer? Big time. D'abord, la méthode doit changer parce qu'on le voit très clairement. Et moi, je pense aussi que ce qui est en train de se passer, c'est que beaucoup de gens sont en train de voir qu'ils doivent travailler ensemble. Moi, un de mes regrets, c'est qu'en 2022, je n'ai pas réussi vraiment à faire des coalitions de gouvernement. Parce que c'était juste après une présidentielle, c'était bloc contre bloc. Mais ma conviction, c'est que le jour d'après, j'espère que la majorité aura une majorité actuelle, mais elle devra travailler avec d'autres responsables politiques qui seront élus, qui viendront du centre, de la droite, de la gauche, et qui peuvent se retrouver dans une fédération d'action, si je puis dire, une vraie coalition pour la République. Ça, c'est un changement profond. Mais c'est ce que je souhaite pour notre pays, parce que c'est ce qui va permettre, de manière apaisée, d'exprimer des différences et de trouver des compromis. La deuxième chose, c'est je veux que radicalement on change en termes d'efficacité, parce que c'est pour moi le réveil sur les questions de sécurité, de justice, et sur les questions d'égalité des chances et de discrimination. C'est les deux choses où il faut qu'on renverse la table. Renverse la table. Il faut que les gens voient un changement dans leur vie. Ça peut se faire vite, ça? 2 ans, ça peut se faire. Parce qu'on a déjà mis les moyens. Parce que si j'avais désinvesti l'école, si j'avais désinvesti la justice ou la sécurité, mais les gouvernements successifs d'Édouard Philippe, de Jean Castex, d'Elisabeth Borne, de Gabriel Attal, ils ont constamment mené, depuis 7 ans sous mon autorité, une politique qui a réinvesti dans ces grands services publics qui permettent de changer ça. Et on a plus de policiers, de gendarmes, de magistrats, de greffiers, donc on peut y aller. Et ma conviction, c'est ça. Donc c'est ça qui va changer, pour reprendre votre formule, big time. Beaucoup plus dur sur l'impunité, la sécurité du quotidien. Beaucoup plus radicaux pour l'égalité des chances, la lutte contre les discriminations. Ouais. Et puis la méthode, on doit construire avec. La majorité au Parlement et les gouvernements doivent construire avec. Ensemble, c'est le mot-clé, j'ai l'impression qu'il revient pas mal depuis le début de cet échange. C'est le nom que vous avez choisi pour cette coalition. Et quand on lit, et ça, vous parliez d'analyse politique, moi je sais pas, je suis pas dans les petits papiers là-dessus, hein, mais partout on dit que vous devez, alors quand on fait une dissolution, on doit consulter le président du Sénat, le président de l'Assemblée, la Premier ministre et le Premier ministre. Exactement.
Et puis on lit partout, en fait, que vous faites tout seul. Alors je reviens sur la fumée sans feu, voilà, c'est vrai, c'est pas vrai, vous étiez au début soi-disant, enfin, jupitérien, et puis après, donc je sais plus, vous faites tout seul? Non, on fait jamais tout seul. Mais après, les décisions, vous les prenez seul. J'ai procédé aux consultations prévues par la Constitution. Sur le même mode que mes prédécesseurs l'ont fait, ça doit être la 10e dissolution de notre histoire républicaine. Mais la vérité, c'est que quand vous êtes dans la fonction présidentielle, vous avez d'abord des compagnons de route, vous avez des élus avec lesquels vous êtes en contact, qu'ils soient maires, députés, sénateurs ou autres. Vous avez des conseillers, vous avez des partenaires institutionnels, président du Sénat, présidente de l'Assemblée, membre du gouvernement. Vous avez des hauts fonctionnaires, une administration qui peuvent préparer des dossiers, nourrir les choses. Mais il y a certaines décisions, elles se font seules, oui. Parce que c'est ainsi que seules elles peuvent se faire. Des décisions qui engagent la nation, des décisions comme celle de la dissolution ou de remaniement. Quand j'ai pris la décision de confiner, j'ai consulté, j'avais même créé un conseil scientifique. J'ai demandé à mon Premier ministre d'alors, à mes ministres, mais in fine, c'est vous qui portez la décision. Et donc, ces décisions les plus lourdes, vous les prenez seuls. Oui. Donc vous assumez? Non, parce que ça dépend de la nature de ces décisions. D'abord, je les prends jamais seul, dans le sens où je consulte toujours beaucoup. Et d'ailleurs, les mêmes qui disent ça, vous trouverez des papiers dans la presse pour dire il ne s'est pas décidé, il consulte tout le temps, il demande aux gens. Et c'est vrai, je consulte toujours beaucoup pour me faire mon idée. Mais c'est normal. Après, il y a beaucoup de choses où il faut que ce soit plutôt une maïotique collective et que ça grossisse dans la société. Je prends par exemple une question comme la fin de vie. J'ai évidemment pas décidé seul de cette réforme. C'est tout l'inverse. J'ai dit c'est une réforme qui est tellement intimidante et qui touche à la fois à l'intime et au spirituel que j'ai fait tout l'inverse. Vous avez pensé à vos parents dans cette décision? Les médecins qui m'entourent sont très perturbés par Oui, bien sûr, beaucoup. C'est d'ailleurs pour ça qu'on n'a pas retenu des modèles comme les Belges ou autres. Et j'ai consulté beaucoup, mais j'ai surtout lancé un travail avec une convention citoyenne. Et donc là, ça a été l'inverse. C'est une maïotique qui est vraiment venue du terrain, de ces citoyens qui se sont réunis pendant une dizaine de week-ends, qui se sont forgés une opinion, qui ont fait des propositions. Ensuite, il y a eu tout un travail transpartisan mené par la ministre de la Santé et qui est arrivé à ce texte. Et qui est un texte, il n'y a pas de texte parfait qui permet, je crois, des avancées humanistes, mais qui aussi perturbe, et moi je le dis avec beaucoup de respect pour les gens qui y croient comme les gens qui sont perturbés. Et donc ça, c'est l'exemple inverse d'une décision qui n'est pas du tout une décision individuelle. Et il y a des changements profonds qui ne peuvent pas se faire de manière individuelle. Ce qu'on fait sur l'écologie, par exemple, ce n'est pas des décisions individuelles. Vous devez décider tout seul de tenir un cap, il faut la fermeté de caractère pour ne pas lâcher. Mais après, faut engager les gens, les enrôler, les convaincre, puis planifier. Donc il y a les deux catégories. Mais certains types de décisions, quand vous êtes dans une responsabilité comme celle du président de la République, il faut accepter de les prendre dans cette solitude qui accompagne la fonction. Oui. Dans les deux choses qu'on m'a dit, et je rebondis sur ce que vous faites sur l'écologie, dans les deux questions qui revenaient aussi de gens que j'allais peut-être chercher plutôt à gauche, parce que l'écologie, semble-t-il, est une préoccupation de gauche. On me dit que vous n'êtes pas allé assez loin. Pas du tout, d'ailleurs. D'abord, je plaide le contraire, parce que je pense que personne n'a été plus loin que nous jusqu'ici. Personne. Je pense qu'en Europe, je vois pas beaucoup de gens qui vont plus loin que nous, et j'essaie de regarder objectivement les résultats. Je disais, on a souvent parlé de ce jugement d'inaction climatique. C'est un jugement qui doit tomber en 2018 ou 2019. Il tombe sur toute la période qui précède. Je suis élu en mai 2017 la première fois. Et on dit, vous n'êtes pas dans la trajectoire, inaction climatique. À l'époque, on réduisait nos émissions de CO2 chaque année de 1% par an. De 2018 à 2022, on est passé à 2% par an.
C'est-à-dire qu'on a doublé l'effort. Depuis 2022 que j'ai été réélu, on a fait, je crois, 4,5 la première année et quasiment 6 l'année dernière. 6% de baisse. Donc on a multiplié par 6 les émissions de CO2 chaque année. Et ça, pas par l'inactivité, parce qu'il y a une année, on a des super résultats, il y avait le Covid. La réduction, pardon. Il me semble que vous avez dit, vous avez multiplié par 6 les émissions. On a multiplié par 6 la réduction des émissions de CO2. Okay. Merci de me corriger si j'avais fait ce lapsus. Ça pourra servir. Et donc, au lieu de faire moins 1%, on a fait moins 6%. Bon. Et ça, c'est le fruit d'un boulot collectif. Et on l'a fait en continuant à créer des emplois, à ouvrir des industries, etc. Et donc, on a eu une politique massive pour décarboner nos industries, pour aller vers la mobilité plus douce, c'est-à-dire c'est des plans vélo, plus de trains, réinvestissement dans l'interurbain, c'est les véhicules électriques, en lançant ce fameux leasing, en produisant des véhicules électriques chez nous, c'est les batteries Vercors dont vous parliez tout à l'heure. Les batteries, la réforme de notre industrie. Donc on a des résultats. Après, il faut qu'on voit, moi je voudrais aller plus vite, mais je vois aussi les résistances. Et donc, vous avez des tas de secteurs, si vous leur dites d'aller beaucoup plus vite, vous les perdez. Et en fait, c'est une transition. Et donc, une transition, il faut engager les gens qui sont avec vous. Et donc, il faut aller plus vite sur la rénovation thermique des bâtiments, sur les changements en agriculture. Mais si vous perdez les gens par de la surréglementation, ben vous partez 2 coups en arrière. Et donc là, on doit continuer d'expliquer, on doit investir, c'est là où il faut mettre de l'argent. Et on doit le faire au bon rythme. Donc là aussi, j'essaie de sortir du face-à-face. Donc du coup, je prends des deux côtés. Il y a 2 mois, j'avais des agriculteurs qui me disaient « Vous allez 10 fois trop vite pour nous ». Et puis de l'autre côté, j'ai des gens qui me disent « Vous n'allez pas assez vite, vous en foutez ». Bon, bah, je suis au milieu. Pas parce que je veux rester au milieu, parce que je dois tenir ces contraires, mais la réalité, c'est qu'en fait, on va dans la bonne direction. À l'inverse, vous avez plein de pays qui sont en train de revenir en arrière, sous la pression géopolitique, parce que leur modèle n'est pas le bon, etc. Je crois que nous, on a le bon modèle et on a le bon cap. Quand on rouvre des centrales nucléaires, quand on rouvre du renouvelable, quand on met cet argent pour décarboner, on a le bon cap. Il faut aller encore plus vite, mais il ne faut pas perdre les gens. Il faut respecter chacun dans sa vie. Je lisais Time to Sign Off, une newsletter hier soir qui disait selon l'ONU, selon une étude de l'ONU réalisée dans 77 pays, 48% des personnes interrogées affirment que leur pays agit correctement contre le réchauffement climatique. En France, c'est 25%. Et derrière, il explique... en fait, en l'occurrence, que c'est un des meilleurs élèves, un best in class. Il y a eu encore un classement international, on est dans les 5 premiers. Exactement, le Haut Conseil pour le climat, HCC. Ça veut dire quoi, que les Français sont pessimistes? Les Français voient pas? Bah, en fait, on a tendance à plutôt voir le verre à moitié vide, ouais. Mais comment on change ça? En lâchant rien. Enfin, moi, c'est mon tempérament. Vous savez, vous disiez tout à l'heure sur l'économie, on vous le donne. C'est pas vrai parce que les derniers sondages montrent qu'une majorité des Français pensent que le chômage a augmenté avec moi. C'est totalement faux. C'est-à-dire qu'on a le taux de chômage durablement le plus bas depuis très longtemps, on a le taux d'activité le plus élevé depuis qu'on le mesure et le taux de chômage des jeunes le plus bas de notre histoire. Oui, mais ça, on va vous dire que c'est parce que vous avez changé la méthode de calcul, c'est ça? Non, c'est pas vrai. Mais donc, je veux dire par là qu'on est parfois trop pessimiste. Et c'est ça qui pousse aussi vers les extrêmes. C'est de se dire rien ne va. Bah, au fond, tout déconne. Donc, allons vers un truc qu'on n'a pas essayé. C'est pas grave. Non, c'est pas vrai. On a fait plein de trucs bien ensemble. Il y a des tas de choses qu'on a à finir. J'ai plus beaucoup de temps et je voudrais revenir après à vous et à cette fonction de président. Mais j'aimerais aussi qu'on parle de la place des femmes dans cette société. Parce qu'elle évolue, parce qu'il y a beaucoup de combats qui se font en ce moment. Parce que aussi là-dessus, j'ai l'impression que certains vous reprochent de ne pas aller assez vite. Quel est votre programme ou votre ambition pour les femmes en France? Qu'est-ce qui a changé depuis que vous êtes président? Qu'est-ce qu'on doit faire encore? C'est la grande cause des 2 quinquennats qui sont les miens. En 2016, quand j'ai lancé En Marche, on a fait une grande marche. Et les premiers résultats qui sont sortis, c'est que la chose qui ressortait comme préoccupation numéro 1, c'était l'insécurité des femmes, en particulier dans les transports en public. Tout le monde à l'époque s'est foutu de moi, de nous. Mais c'était vrai, c'était 1 an avant MeToo. Et puis la société s'est réveillée, ça c'est une chance inouïe. Et un mouvement social comme celui qu'on a eu dans MeToo, puis
progressivement dans toute la société et qui se poursuit, c'est une chance, c'est une force. C'est au fond de dire il y a très longtemps des silences insupportables qui ont existé, et là on doit entendre les victimes, on doit réparer, on doit punir et on doit prévenir. Et donc, depuis ces 7 ans, on s'est attaqué à la violence faite aux femmes, aux violences faites aux femmes. D'abord en mettant un nom dessus, en disant c'est pas vous le problème ou qui avez à avoir honte, vous ne devez plus vous taire, vous devez parler. Le numéro unique qui existait, on l'a mis en place 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, en augmentant les financements. On a mis des points d'alerte dans les pharmacies, les supermarchés, pour que des femmes qui n'osent pas appeler puissent signaler qu'elles ont un problème. Des systèmes même de guichets dans nos commissariats pour pouvoir signaler qu'elles ont un problème quand elles sont battues victimes de violences. On a formé nos policiers et nos gendarmes, parce que souvent le problème c'est que ça se finissait en main courante, c'était pas suivi. Tous les policiers et gendarmes aujourd'hui sont formés, et on reforme ceux qui étaient déjà en formation pour que la plainte soit prise. On a mis en place des pôles spécialisés dans nos juridictions depuis le 1er janvier de cette année. Et donc, on continue le combat. Chaque féminicide, c'est un échec. Donc le combat n'est pas fini pour répondre à votre question. Mais la révolution est en marche. Et on ne lâchera rien là-dessus. Ensuite, sur l'égalité au travail, on a mis en place cet index, passé des lois. On n'y est pas encore. On a mis le congé parental, qui pour moi était quelque chose de très important pour l'égalité femmes-hommes et aussi pour meilleur accompagnement de l'enfant. Et maintenant, dans les projets à venir, il y a le congé de naissance qui est quelque chose de fondamental. À la fois pour que chaque parent puisse mieux s'occuper de l'enfant, même durer homme et femme, mari et femme, parents, 1 et 2, comme diraient certains, et parce que c'est vrai pour toutes les familles et toutes les formes de parentalité. Il y a plusieurs formes de famille dans notre pays. Mais surtout, ce qui m'importe, c'est que ça permet de dégager du temps pour être avec son enfant dans les premiers mois. Mais ça le fait à égalité entre les femmes et les hommes, et ça permet d'avoir une durée qui est limitée, avec un bon niveau de remboursement, 50% jusqu'au plafond de la sécurité sociale, là où c'était beaucoup plus long jusqu'alors et très mal remboursé. Et ce qui fait que beaucoup de femmes, du coup, perdaient des opportunités professionnelles ou s'écartaient de l'emploi à cause aussi de ces congés. Et donc le congé de naissance, ce sera au cœur de cette révolution. On a fait beaucoup pour la santé des femmes, et on va continuer, de l'endométriose à différentes dispositions aussi de prévention en termes de santé. Donc voilà, pour moi c'est un combat qui est un combat de politique publique, mais aussi culturel, d'une société respectueuse où les femmes veulent juste la même place que les hommes dans la vie professionnelle, le même respect dans la rue, la possibilité de vivre leur vie librement et pas subir en quelque sorte des systèmes de domination qui sont plus acceptables ou des opportunités réduites à raison de la malfaçon de nos politiques. Je ne suis pas exhaustif, mais c'est le cœur de ce en quoi je crois et ce qu'on a commencé à faire. Dans un sujet que je connais particulièrement bien, tout ce qui est tech, je vois qu'il y a des efforts qui sont faits par le gouvernement, des politiques qui sont menées. Je vois aussi que les privés américains, les entreprises, ont des moyens colossaux, les Chinois aussi probablement, pour aller très vite, très fort sur l'IA, notamment. Des moyens qui dépassent, je veux dire, leur volume d'investissement, on parle en centaines de milliards d'euros pour certaines entreprises privées, alors que nous, on sort avec quelques milliards. Est-ce qu'on n'est pas doomed, comme on dirait en anglais? Est-ce qu'on n'est pas voué à perdre là-dessus? Est-ce que la bataille n'est pas perdue d'avance? Est-ce qu'on a vraiment... Est-ce que c'est pas juste de la com? Alors non, c'est tout sauf de la com. Parce qu'il n'y a pas que les milliards, il y a les talents, les structures. Mais ce que vous dites est vrai aujourd'hui. Et donc comment on se remet dans la course et comment on essaie d'être un des grands acteurs? Faut former. Alors on a une chance inouïe. On est très fort en maths, en data scientist, etc. en France. Alors on dit que c'est de moins en moins bien, mais bon. Non, pour le coup, c'est pas vrai. On a le niveau, on veut l'améliorer dans le primaire et au collège, où il a baissé par rapport aux années précédentes, mais on va voir, j'espère, le fruit de notre politique. Mais on a une école de mathématiques remarquable avec des chercheurs, des enseignants-chercheurs qui sont parmi les meilleurs au monde. Le nombre de médailles Fields, d'ailleurs, qu'on a, qui est un peu le prix Nobel des maths, le montre. Et d'ailleurs, tous les géants de la tech dont vous parlez me le disent. Donc, on forme, il faut les garder, il faut en attirer d'autres.
faut attirer ces géants pour qu'ils viennent investir chez nous. C'est la politique d'attractivité. Faut nous mettre de l'argent. Et après, il faut qu'on ait des data centers pour avoir des capacités de calcul. Ça, c'est le cœur de la bataille. Donc, attirer des gens qui en ont et nous en faire. Pouvoir produire de l'énergie décarbonée pour les alimenter. Avoir des champions dans les modèles. Et ça, on en a en France. Mistral en est un, mais il y en a plusieurs autres. Et réussir à attirer le maximum de talents et que ça grimpe très vite. Aujourd'hui, on est sans doute les meilleurs d'Europe continentale. On est en compétition avec les Britanniques. On est très décroché par rapport aux Chinois et encore plus par rapport aux Américains. Donc les 10 ans à venir, il faut qu'on rattrape tout ça. C'est faisable si on fait venir les meilleurs pour investir chez nous, et ils sont en train de le faire, Microsoft l'a fait. Si on défend en même temps notre indépendance, notre souveraineté, et si on arrive à vraiment avoir ces investissements à la formation de ces talents. Puis en parallèle, il faut qu'on arrive surtout à ce qu'on s'approprie l'intelligence artificielle dans tous les secteurs, parce que c'est pas un but en soi. Le but, c'est que ça nous aide à faire des avancées dans la science, dans la recherche médicale, dans plein de secteurs, et que ça nous aide à être plus productifs dans le reste de l'économie. Et donc, on pense les changements, que ce soit compris par la société, qu'il n'y ait pas une réaction de peur ou de rejet, et que ça puisse infuser pour le meilleur, et que ce soit une intelligence artificielle, si je puis dire, au service de l'humanité, et pas en remplacement de celle-ci. Parce que c'est un peu ça le débat qui va progressivement se nouer. Toujours dans la tech. Aux États-Unis, dans les années 40, 50, vous le saurez peut-être mieux que moi, il y a une loi qui interdisait, qui est sortie pour interdire les médias américains d'être détenus par des forces étrangères. Notamment pour combattre, alors c'est plutôt dans les années 30 en l'occurrence, notamment pour combattre l'Allemagne nazie, éviter que les nazis soient propriétaires de médias américains. Ce qu'on décrivait tout à l'heure sur les médias sociaux, finalement, avec des algorithmes qui sont, quoi qu'il arrive, pilotés par des ingénieurs, par des gouvernements, que sais-je, on vient pas un peu au même? Est-ce que TikTok n'est pas qui est quand même très 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 puissant chez les moins de 30 ans, n'est pas un média piloté par une puissance non démocratique? Est-ce que c'est pas un problème? Alors, tous les réseaux sociaux aujourd'hui sont détenus par des acteurs privés non européens. Les grands réseaux sociaux, pardon, les principaux. Et donc c'est un sujet. C'est pour ça que nous avons beaucoup poussé en européen pour prendre des réglementations. C'est la fameuse directive dite DSA pour les contenus, DMA pour le fonctionnement du marché. Parce que c'est un problème et qu'on veut protéger la vie privée, etc. Et éviter telle ou telle, lutter contre la pédopornographie, la diffusion de la haine en ligne. Et on a créé un système de responsabilité de ces médias. Ce qu'il y a, c'est que ce ne sont pas des gens qui envoient directement un contenu, mais la nature de leur algorithme peut orienter. Elle peut être déloyale. Elle peut en quelque sorte fausser. Moi, face à ça, je suis pour qu'on mène quelques petites révolutions. La première, c'est que nos jeunes soient protégés. Et dans les choses que je veux faire, c'est que les moins de 15 ans n'aient plus accès aux réseaux sociaux. Qu'on assume d'avoir la majorité numérique à 15 ans. Pourquoi ? Parce qu'avant 15 ans, vous n'êtes pas prêt, pas préparé, pas équipé en quelque sorte pour pouvoir évoluer sur ces réseaux sociaux. Parce que vous pouvez être exposé à des contenus pornographiques. Et donc, beaucoup de nos jeunes ont accès à la vie affective, sentimentale, sexuelle par la pornographie en ligne. Et c'est terrible parce que ça détruit tout. Et on peut faire tous les efforts sur l'égalité femmes-hommes. Si vous avez des ados dont le rapport à la sexualité est fait par des films porno ou des vidéos porno qu'ils ont sur les réseaux, le respect de la femme, ça devient un concept, si vous voyez ce que je veux dire. La deuxième chose, c'est les protéger du cyberharcèlement qui est massif sur ces réseaux. Et de beaucoup d'autres risques, mais même aussi de la capacité à avoir des contenus. Parce que le cerveau n'est pas fait pour ça. L'affect n'est pas fait pour ça. Ce serait pas plus simple de les bannir? Donc ça, non mais ça on va dire, la loi que je veux qu'on passe, c'est de dire rien avant 15 ans. Donc en fait, on les sort. Avec des vrais systèmes de contrôle et de responsabilité des réseaux. Ensuite, je pense qu'on aura du mal à déplatformiser la totalité de la société française. Et en fait, ça ne marcherait pas, il faudrait le faire en européen. Moi, je pense que d'abord, il faut qu'on essaie de vraiment les réguler. C'est ce qu'on a commencé avec DSA et DMA. Et pour moi, les réguler, c'est de dire quoi ? 1, vous avez une responsabilité sur les contenus. Et donc, on peut s'il y a de la haine en ligne, s'il y a ceci, on peut
vous condamner et aller chercher les gens. 2, de plus en plus leur demander la transparence et la loyauté sur les algorithmes. Et ça, c'est clé. C'est qu'il y ait une recherche académique libre qui puisse véritablement dire qu'est-ce qu'il y a sous le capot, comment ils vous orientent, qu'est-ce qu'il y a derrière, quel est le biais, que les gens sachent. Et moi, je fais pareil. Je pense que c'est très dur, et dans l'histoire de l'humanité, on l'a jamais vu. Il y a des gens qui ont eu peur de l'imprimerie au début, ils ont voulu brûler des livres, en disant ça va protéger les âmes. Ça marche pas. Quand vous avez un tel progrès, un tel mouvement de la société, c'est pas vrai qu'on arrivera dans un seul pays à bannir ces réseaux qui permettent malgré tout d'informer, d'échanger des contenus, qui ont aussi une part, si je puis dire, positive. Par contre, je pense qu'il faut les réhumaniser et les domestiquer. Il faut les mettre à notre main. Il faut les mettre au service du projet qui est le nôtre, de notre préférence collective. Et ça, c'est un combat européen. C'est de dire, nous, on respecte la vie privée. Je veux pas que vous ayez des données personnelles que vous puissiez utiliser à des fins commerciales ailleurs. Ces données, vous allez les conserver sur le sol européen. Je vous impose de proscrire tout de suite quelqu'un qui a des discours de haine, d'antisémitisme, de racisme. Je vous impose de tout de suite corriger tel ou tel contenu quand il y a du cyberharcèlement. C'est comme ça qu'il faut faire. Et puis en parallèle, je vous impose d'être transparent sur comment vous fonctionnez. Les gens viennent s'informer, échanger. Vous devez dire quels sont vos algorithmes de manière transparente. Quel a été le moment le plus dur en tant que président de la République ? Le moment le plus lourd, c'est sans doute pendant l'épidémie où des décisions très dures ont dû être prises pour protéger. Qu'il s'agisse d'ailleurs de fermer ou parfois d'ouvrir. Quand j'ai décidé de rouvrir le 11 mai 2020, les écoles, on était parmi les premiers en Europe. J'étais convaincu qu'il fallait le faire pour protéger les enfants, justement. Et j'avais été en Seine-Saint-Denis voir plusieurs mères qui me disaient la détresse des familles d'enfants qui mangeaient plus correctement, qui étaient en train vraiment au bout de quelques semaines, de dériver. Et il y avait vraiment pas de consensus pour le coup. Ça a été dur. Parce qu'on se dit, on prend une responsabilité. On connaissait pas le virus. Aujourd'hui, on regarde ça en se disant, c'était dur. Et après, les moments les plus durs, mais c'est les conséquences parfois de vos décisions, et c'est pour nos soldats. Parce que ça, c'est quand vous engagez la vie de nos soldats directement, ce sont les moments les plus solennels et les plus durs. Ce jeune homme qui s'appelait Christophe, que j'ai vu dans cette bergerie hier, au fin fond des montagnes corses, quand je lui ai demandé qu'est-ce que tu lui poserais au président comme question, il m'a beaucoup surpris parce que je m'y attendais pas. Il me dit, mais moi, ce qui me fait peur, c'est l'Ukraine. Il me dit, il a raison. En fait, Poutine est un fou furieux. On peut pas parler avec lui. Et le président, il jette de l'huile sur le feu. Et il a peur. Alors je lui dis, mais ça veut dire quoi ? Faudrait pas aider l'Ukraine ? Il me dit non. Il n'avait pas la réponse. Mais il me dit, j'ai peur d'une guerre en France, en fait. Je comprends très bien et je pense qu'il n'est pas tout seul. Et moi, j'entends ça très bien. Je ne pense pas qu'il y ait de guerre qui arrive sur notre sol, je veux le rassurer. Ni qu'on aille s'engager sur le sol ukrainien demain. Je veux le rassurer aussi. Mais ce qui se joue en Ukraine, qui est à 1500 km de notre frontière, c'est pas le bout du monde. C'est Amsterdam-Marseille, quoi. Oui. C'est l'avenir aussi de l'Europe et de notre sécurité, parce que si on ne fait pas ce qu'on est en train de faire collectivement, on envoie le message, plus exactement, on laisse de fait la loi du plus fort se faire, il n'y a aucune raison que la Russie ne s'arrête là. Aucune. Et donc, on a eu raison collectivement, pas que la France d'ailleurs, de livrer des armes, des équipements, de former et de renforcer le soutien là, dans ce contexte. Après, je veux rassurer nos compatriotes qui se posent la même question qui est légitime. Je ferai tout pour qu'il n'y ait pas de guerre. Et on fait tout depuis le premier jour. J'ai passé des centaines d'heures à l'époque avec la chancelière Merkel pour éviter que Vladimir Poutine ne redéclenche un conflit comme ça. Et on fera tout pour qu'il n'y ait pas d'escalade. Et je pense qu'il y a deux choses qui nous protègent et qu'il faut avoir en tête. La première, c'est qu'on agit toujours ensemble. En Européens et même en alliés, c'est-à-dire avec nos amis
et nos alliés non européens. Et la deuxième, c'est que nous avons la dissuasion nucléaire. On est les seuls en Europe continentale. C'est-à-dire que c'est quand même quelque chose qui fait qu'on ne va pas vous agresser comme ça. Et donc, je crois qu'on est crédible. Après, on a raison d'être ferme, mais moi, je ferai tout pour éviter une guerre et je veux le rassurer. Et donc, la fermeté, c'est la condition de la crédibilité qui permettra d'avoir une paix durable, c'est-à-dire qui respecte le droit. Mais je ne suis pas un va-t-en-guerre et le but, c'est de protéger le pays justement de tout conflit. À l'inverse, la faiblesse ou la complaisance avec Poutine, que certains autres prônent, elle peut sembler être plus favorable à la paix à court terme. Mais c'est un peu une paix capitularde, parce que si on dit qu'il faut faire la paix en cédant à la loi du plus fort, elle ne s'arrêtera pas là. Voilà. La dissuasion nucléaire, c'est ça qui a fait, je vais peut-être répondre à la question moi-même que j'allais vous poser, mais que vous étiez le dernier à tendre la main et à dialoguer avec Vladimir Poutine et le premier à taper avec le bâton. Je n'ai pas été le premier à taper avec le bâton, loin de là. Non, c'est que je crois dans la force du dialogue et je continuerai à dialoguer avec Vladimir Poutine. Vous dialoguez encore avec lui ? Plus ces derniers mois, mais je n'exclus pas de le faire sur tel ou tel sujet, dont le sujet des centrales nucléaires ou d'autres. Mais je vous le dis sincèrement, je pense que c'est toujours important de continuer le dialogue. De ne pas lâcher ce fil. De ne pas laisser les gens s'isoler. Après, vous dialoguez de manière crédible si vous avez de l'autre côté une partie qui peut se défendre. Et si nous n'avions pas fait, avec tous les Européens, Américains, Canadiens, Japonais et plusieurs autres, ce qu'on a fait pour l'Ukraine depuis 2 ans, il n'y aurait plus de dialogue parce que l'Ukraine, elle aurait été absorbée. Plus de 90% de ce qu'elle utilise, c'est ce qu'on lui livre. Mais c'est pas simplement le nucléaire. Mais la dissuasion nucléaire, qui est un choix qu'ont fait nos prédécesseurs et qu'on a renforcé, sur lequel on a beaucoup investi, très clairement donne à la France une place particulière et vous protège. Et donc c'est aussi pour ça qu'il ne faut pas avoir... Le monde dans lequel on vit est inquiétant. Moi, j'ai toujours voulu partager toutes les informations pour pas que les Françaises et les Français, en quelque sorte, pensent que c'est théorique. Mais la lucidité à laquelle j'appelle ne doit pas conduire à l'anxiété. Voilà. J'ai 3 dernières questions avant de vous laisser, auxquelles on peut répondre brièvement. La première, mon podcast s'appelle Génération Do It Yourself. Tout à l'heure, vous avez évoqué le fait que les Français reposaient beaucoup sur l'État. Et moi, j'aime l'initiative, j'aime l'engagement. Et je trouve ça bien qu'on ait un État qui nous protège, qui nous soigne. Je trouve ça bien. Mais par moments, peut-être que je regrette que une partie des Français soit pas assez dans le DIY, le do it yourself, dans l'engagement, dans le fait de se responsabiliser. Qu'est-ce qu'on peut faire ? Alors peut-être que vous partagez pas ce que je dis, mais qu'est-ce qu'on peut faire pour que ce soit qu'on les engage et qu'ils fassent quelque chose pour la République ? D'abord, par l'exemple, ce que vous faites avec votre podcast va dans ce sens-là, c'est-à-dire de montrer ce que ça apporte. Mais après, moi, je le vois tous les jours. Une nation, elle tient par les engagés. C'est d'ailleurs c'est une des raisons pour lesquelles je trouve qu'on est un pays extraordinaire, parce que on a à la fois un État fort dont on attend beaucoup, mais nous sommes une nation où il y a beaucoup d'engagement. La vie associative est forte, et les gens veulent ça, ça donne un sens à la vie. Et moi, je pense qu'il faut continuer d'encourager, de valoriser encore plus cet engagement qui est jamais, parce qu'un engagement, c'est jamais individuel. Un artiste, qui est une forme d'engagement pour le collectif, un sportif, un entrepreneur, c'est quelqu'un qui a une idée, qui veut faire. Mais à la seconde où il commence à vouloir faire, il va le faire avec quelqu'un d'autre et il engage d'autres avec lui. Les associations qui tissent la trame de notre pays, sa vie, l'engagement républicain, celui du service national universel, du service civique, ce que font nos pompiers volontaires. Il y a ce continent dont on parle jamais, mais qui tient le pays et qui fait quand il y a un coup dur, tout se remet. Et qui est quelque chose qui donne beaucoup de sens à la vie. Et donc moi, je pense en effet que c'est la fameuse interpellation de Kennedy, demande-toi ce que tu peux faire pour ton pays. Elle est plus que jamais d'actualité. Parce qu'à la seconde où les gens se demandent ce qu'ils peuvent faire pour le pays, d'abord, ils le regardent totalement différemment et ils deviennent acteurs.
Et je pense que c'est un des défis qu'on a collectivement. Et je prends ma part là-dedans. C'est un peu ce que je vous disais tout à l'heure en disant, je veux un gouvernement qui fonctionne différemment, une majorité différemment, c'est-à-dire qu'elle soit plus actrice. Et que moi, c'est sans doute un de mes défauts. J'ai toujours tendance à dire, on a un problème, voilà les solutions, voilà le truc, et de pousser tout le monde. Et en vrai, il faut laisser les gens pousser leurs solutions, parce qu'ils seront acteurs. Et ça marche mieux, dans plein de cas. Et je pense que la nation, du très quotidien à des choses très grandes, a besoin d'avoir plus d'engagement et d'aller vers plus d'engagement. Et je pense que l'engagement, c'est ce qui permet aussi de réconcilier beaucoup de contraires. C'est vrai. Vous êtes un littéraire ? Si je vous donnais, je sais que c'est une question difficile, mais l'opportunité d'offrir un seul livre à tous les Français. Un seul. Madame Bovary. Que j'ai lu tardivement et que j'ai adoré. D'abord parce que je pense que Flaubert est un des plus grands romanciers qui soit, et que c'est la langue française et la torture de la langue, parce qu'il souffrait tellement pour écrire. Ensuite parce que c'est une description de la société française extraordinaire, de sa bourgeoisie, des splendeurs et misères de la vie de province et de notre pays. Et parce que c'est aussi un formidable roman sur l'âme humaine, en particulier celle des femmes, mais sur l'amour, ses trahisons, ses beautés, ce besoin d'absolu. Donc je pense qu'il y a un concentré de l'âme française dans Madame Bovary. Ça me donne un beau plateau pour ma dernière question. Si je vous offrais l'opportunité de glisser un mot à l'oreille du jeune Emmanuel Macron, quand il arrive à Paris, et que vous pouviez lui dire quelque chose, qu'est-ce que ce serait ? Apprends de chacune de tes erreurs. Vous l'avez pas fait ? C'est à chaque fois que je l'ai fait que j'ai grandi. Merci, Monsieur le Président, de m'avoir accordé ce temps. Merci beaucoup. J'espère que ça vous a plu et que vous aurez l'occasion d'écouter certains de mes épisodes à venir. On a épuisé le temps ? Ouais, je crois qu'on a épuisé le temps largement. Il est quelle heure ? Et ils ont commencé ? Qu'est-ce qu'il y a ? Tout va bien. Tu fais lancer la musique classique ? Non, mais je parlerai entre les deux, tu vois ce que je veux dire ? Parce que je devais lancer la fête de la musique à l'Élysée. Bon, eh bien, je vous laisse filer. Il y a des choses que vous voulez qu'on couvre et qu'on n'a pas couvert ? J'ai pas coupé encore. Hein. On est. Bon, bah moi, je me suis laissé faire par vous. Hein. Je peux vous demander une chose quand même, tout de suite, c'est pour mes donc j'ai et puis je le laisserai pour tout le monde parce que je voudrais leur faire une dédicace. Je m'étais engagé à faire un GR20 en 7 jours avec mes associés, avec quelques personnes qui sont des gens qui engagent les gens dans le sport, qui engagent les gens dans l'entrepreneuriat que j'aime, avec qui j'étais en train de m'éclater. J'ai fait une triple étape hier extraordinaire. Et ce matin, je leur ai dit que je partais. Vous avez fait combien de kilomètres ? Hier, on a fait 33, 2000 mètres de D+, de dénivelé positif, 2400 mètres de dénivelé négatif. Et je leur ai promis ce matin, quand on est au 4e jour d'une épreuve comme ça, on crée une sorte de nest, un cocon dans lequel on a du mal à s'extraire. C'est très difficile d'en avoir un qui part. Et on était très émus ce matin en se quittant à 5h30 du matin parce qu'on partait très tôt. Et je leur ai promis que j'aurai un petit mot du président à leur égard pour les encourager. Alors, vous allez y retourner là ? Eh ben, j'y retourne demain. Bah, vous leur dites que je suis désolé d'avoir cassé l'affaire, d'avoir cassé le groupe, mais que je vous rends. Non, mais bravo, parce qu'en tout cas... Mais je trouve que voilà, ces épreuves-là, ça forge, ça met en effet pas simplement des challenges, mais la façon dont vous le décrivez, c'est plus des aventures humaines. Donc désolé de vous avoir un peu saboté cette affaire et l'étape d'aujourd'hui. Mais qui sait, peut-être qu'en fait vous aviez besoin de récupérer 24 heures. Il y a quelques-uns de mes followers qui m'ont dit t'es en train de lâcher la rampe. Je suis dégoûté parce que j'ai pas pu leur prouver. Il va falloir que je recommence l'année prochaine, mais bon, ça on en parlera. Et je vous interromprai pas cette fois-là, promis. Merci, Monsieur le Président. Merci beaucoup. Vous m'interrompez quand vous voulez pour enregistrer des podcasts, il n'y a pas de souci. À bientôt. Merci à vous et à tous.